Quand Seok a participé au tournoi de l'Académie des chasseurs, il a choqué l'un des chasseurs les plus forts du monde. Au moment où les combats ont commencé, tout le monde a réalisé que quelque chose clochait terriblement. Les uns après les autres, les étudiants se sont rués sur lui avec toutes les techniques pour lesquelles ils s'étaient entraînés, pour finir battus à main nue. Pas de compétences tape à accent grave-l'œil, pas d'armes spéciales, juste un timing parfait et une force écrasante. Même les officiels et les recruteurs de guildes qui observaient Deno ne pouvaient en croire leurs yeux. Et quand Seok a atteint la finale et écrasé le meilleur étudiant de l'académie, l'arène entière a été plongée dans le chaos. Juste au moment où tout le monde pensait le tournoi terminé, Lee Si-hoon elle-même est montée sur scène, une chasseuse de rang mondial, un monstre comparé aux étudiants ordinaires. Contrairement aux autres, elle a immédiatement compris que Seok cachait quelque chose de bien plus dangereux que la force brute. Leur combat a poussé Seok dans ses derniers retranchements. Son corps a ralenti. Sa respiration est devenue lourde. La fatigue a commencé à l'épuiser, et c'est à ce moment-là que Seok a finalement révélé le pouvoir terrifiant qu'il gardait caché. Il a allumé sa flamme noire, non pas pour brûler son ennemi, mais pour brûler le concept même de la fatigue. En un instant, son corps épuisé est revenu à la vie. Sa vitesse est revenue. Sa puissance a de nouveau augmenté. Et pour la première fois, même Lee Si-hoon a été forcée de réaliser que l'homme qui se tenait devant elle n'était pas un débutant ordinaire. Alors, comment ce type est-il devenu si fort? Tout commence avec notre personnage principal, Yin Seok, qui raconte comment il s'est retrouvé dans un autre monde qu'on lui a demandé de sauver. Après 20 ans dans ce nouveau monde, il se retrouve face au monstre final aux côtés de 3 de ses collègues, une sainte, un mage et un chevalier. Le monstre final félicite Seok, lui disant qu'il s'est très bien battu pour quelqu'un qui est connu comme un héros. Seok le taquine en retour, disant qu'il n'a pas l'air en forme non plus. Le monstre final n'apprécie pas la plaisanterie, ce qui le met vraiment en colère, et il se jette sur Seok avec un coup puissant. Cependant, Seok bloque son attaque avec sa lance, provoquant un grand bruit de fracas. Pendant ce temps, le mage essaie de le soutenir par derrière, et le monstre final menace de déchiqueter Seok s'il refuse de se soumettre. Le monstre se vante que la terre sur laquelle il se trouve est un royaume forgé par ses dents et ses griffes. Les deux continuent de s'affronter, se portant des coups puissants, mais Seok en a vite assez et décide qu'il est temps de mettre fin à la bataille. Il charge sa lance avec une compétence appelée la flamme du paradoxe et porte son attaque sur le boss. Cela provoque une explosion massive qui envoie le monstre voler au loin, détruisant des rochers au passage. Les deux reprennent leur échange de coups brutals, faisant passer les autres sur les lieux pour des bébés. Seok réussit à toucher le monstre, mais celui-ci se vante que ce n'est rien pour lui car l'attaque est trop faible. Cependant, Seok lui fait bientôt savoir à quel point cela peut calmer son arrogance. Avec sa lance engloutie par les flammes, Seok inflige une coupure au corps du monstre, et cette fois, le monstre réalise à quel point il est fichu. Il s'écrase au sol, les flammes consumant son corps. Le monstre félicite Seok, disant qu'il n'aurait jamais cru que quelqu'un d'assez fort pour l'abattre existerait, et Seok lui fait savoir qu'il ne vient pas de leur monde de pacotille. Le boss ne le croit pas, car il suppose que Seok dit simplement des bêtises. Néanmoins, il est convaincu que son corps sera absorbé par la terre et qu'un jour, il ressuscitera. Soudain, il remarque qu'il est en train d'être effacé, et Seok le taquine, lui demandant s'il comprend enfin la situation. Seok lui dit que la flamme noire qui le brûle est sa capacité spéciale, qu'il a nommée la flamme du paradoxe. Il mentionne que contrairement aux flammes normales qui brûlent en utilisant de l'oxygène, celle-ci utilise des concepts abstraits comme carburant. Seok dit au monstre qu'il aurait pu se ressusciter d'innombrables fois à l'avenir, mais la flamme qui le brûle actuellement va l'en empêcher à jamais, car son existence même est en train d'être effacée. Le monstre final essaie alors de se moquer de Seok, lui disant qu'il l'a peut-être tué, mais qu'il ne restera jamais dans les mémoires comme le héros qui a sauvé le monde, car les gens qu'il croit être ses collègues n'attendent que sa mort au combat. Seok répond qu'il le sait déjà. La sainte l'interrompt rapidement, disant à Seok qu'il ne peut pas croire les paroles d'un monstre. Cependant, Seok commence par la sainte elle-même, disant qu'elle a prétendu l'aimer, mais qu'en réalité, elle le méprise parce qu'il est un étranger. Apparemment, toutes ces tentatives de séduction faisaient partie du plan pour que, le moment venu de le maîtriser, il ait du mal à l'attaquer. La sainte est choquée quand elle réalise que Seok a en fait raison. Seok continue en disant qu'il est conscient que le mage et le chevalier sont comme elle. Il s'avère que le chevalier a déjà reçu un trésor national de l'empereur, une récompense pour avoir tué Seok. Apparemment, l'empereur avait peur que Seok ne prenne son trône. Quant au mage, il adore l'expérimentation humaine et déteste Seok parce qu'il s'oppose au système d'esclavage. Seok leur dit qu'il est au courant de tout cela depuis 5 ans. Le monstre est choqué d'entendre ça et demande à Seok pourquoi il ne conquiert pas simplement le monde avec son pouvoir. Seok révèle que cela ne l'intéresse pas, car il veut juste rentrer chez lui. Apparemment, il y a 20 ans, en 2005, Seok était un employé de bureau ordinaire de 20 ans jusqu'à ce qu'il soit transporté dans ce monde par une déesse. La déesse dit à Seok qu'il est transporté dans ce monde pour le sauver. Au moment où Seok est arrivé dans ce monde, il a réalisé que c'était un véritable enfer. Seok a tout essayé pour rentrer chez lui, mais la déesse lui a dit qu'il devait vaincre les monstres et sauver le monde. Comme il n'y avait qu'un seul moyen de retourner sur Terre, Seok a commencé à s'entraîner pour combattre les monstres. Racontant à quel point ce monde était pourri, il a un jour sauvé un enfant du front,
mais les soldats ne l'ont pas laissé entrer dans le village. Ils lui disent de laisser le garçon mourir car il semble être sur le point de trépasser. Il s'est avéré que c'était un monde maudit qui préférait abandonner les blessés plutôt que de les secourir. Comme si ce n'était pas suffisant, leur niveau de médecine et d'hygiène déplorable rendait les choses encore pires. À un moment, ils ont même amputé la jambe d'un soldat pour une simple infection. Même s'il a réussi à faire entrer l'enfant dans le village, Seok a fait face à un autre problème, les fanatiques religieux. Les chefs religieux du village ont supposé que l'enfant avait survécu parce qu'un démon le possédait. Ils ont suggéré de l'exorciser par le feu, puisqu'il était déjà en train de pratiquer un exorcisme. Comme si de rien n'était, ces types brûlent les gens comme du bois de chauffage. Seok est complètement sous le choc, car il n'arrive pas à croire qu'il s'est retrouvé dans un monde sans aucun concept des droits de l'homme. Malgré tout cela, Seok a réussi à survivre pendant les 20 années suivantes, et maintenant, il a enfin vaincu le monstre pour sauver le monde. Seok est soulagé que ce soit enfin terminé, et le chevalier se prépare à l'attaquer, lui disant qu'il est content qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas le laisser vivre. Seok se tourne vers le type, lui faisant savoir qu'il déteste vraiment leur monde. À ce stade, même le chevalier sait qu'il n'a pas ce qu'il faut pour combattre Seok. Il réalise qu'ils ont essentiellement créé un monstre pour en dompter un autre. À ce moment-là, Seok regarde le ciel et crie à la déesse, lui disant de tenir sa promesse, car il a déjà sauvé le monde comme elle l'avait dit. Soudain, le ciel s'ouvre et la déesse apparaît, le félicitant d'avoir tant enduré. Cependant, Seok n'est pas d'humeur pour ses éloges et lui rappelle sa promesse de le renvoyer sur Terre. La déesse demande à Seok s'il n'aime vraiment pas ce monde, alors qu'il a acquis assez de pouvoir pour être une menace pour elle. Elle lui fait savoir que s'il retourne sur Terre, tous ses exploits en tant que héros n'auront servi à rien. Seok dit à la déesse d'arrêter de plaisanter, car il est sûr qu'elle est heureuse qu'il parte, et la déesse est d'accord avec lui, disant que le monde n'a plus besoin d'un monstre. Cependant, elle lui demande s'il ne regrettera pas sa décision de repartir, et Seok lui répond que la seule chose qu'il désire, c'est de retourner dans le monde qu'il a connu. Seok est déjà fatigué de ce monde qui lui a fait vivre un enfer, et la déesse exauce son vœu. Une vive lumière dorée recouvre Seok, et la déesse lui dit que son corps physique sur Terre a péri, c'est pourquoi elle va placer son âme dans un nouveau réceptacle. Seok est choqué d'entendre ça, et il demande à la déesse qui il va devenir. La déesse lui fait savoir qu'elle ne peut pas lui expliquer en détail, mais lui dit que c'est un corps destiné à une fin misérable. Néanmoins, elle est presque sûre qu'il va survivre, car c'est ce en quoi il est doué. Seok dit à la déesse qu'il s'en fiche, car tant qu'il retourne sur Terre, il survivra sûrement, comparé à ce qu'il a affronté dans son monde de pacotille. Peu après, Seok ouvre les yeux dans son nouveau corps, et il est maintenant en 2025. Il s'avère qu'il est entré dans le corps d'un civil nommé Chan Seok. Seok se lève du lit, soulagé de ne plus avoir à voir les traîtres qui veulent le tuer. Il aperçoit alors un miroir dans la pièce et Sen approche pour examiner sa nouvelle apparence. C'est à ce moment-là qu'il réalise enfin qu'il est de retour sur Terre. Il regarde autour de lui dans la pièce et voit qu'il y a de l'eau propre à sa disposition, contrairement au monde de pacotille d'où il vient. Même le feu est facile à faire, au lieu de devoir couper du bois comme un forcené. Seok est en liesse car c'est ce qui lui manquait, et il trouve même une boîte de poulet sur la table. Sans hésiter, il saisit le poulet, et une seule bouchée le rend fou de joie. Il pleure des larmes de joie, car il peut enfin goûter à de la vraie nourriture après tant d'années d'enfer. Alors qu'il célèbre son retour sur Terre, il ne remarque pas une lumière rouge vif apparaître au milieu de la rue. Puisque la Terre est actuellement en 2025, il réalise que ce monde est celui où il a été emmené suivre le même écoulement du temps. Cependant, il ne s'en soucie pas vraiment, car peu importe à quel point la vie sur Terre est difficile, il est convaincu que ce ne sera jamais aussi terrible que l'autre monde d'où il vient de rentrer. Après avoir fini de manger, Seok entre dans la salle de bain pour prendre une douche chaude et profiter des bienfaits de la technologie avec la clim. Il s'approche de la fenêtre pour contempler le ciel dégagé, essayant de s'imprégner de tout ce qu'il a manqué d'un seul coup. Il réfléchit à ce qu'il va faire de sa vie quand un monstre à l'allure hideuse apparaît à la fenêtre, le fixant du regard. Seok hurle de peur, se demandant ce qu'il est en train de voir. À ce moment-là, une annonce publique résonne dans le quartier, informant tous les résidents qu'une faille de corrosion est apparue dans l'enceinte de la résidence. Seok est complètement perdu, il ne comprend pas de quoi parle le système de sonorisation. L'annonceur poursuit en exhortant tous les résidents à évacuer vers l'abri souterrain avec effet immédiat. Seok reste figé jusqu'à ce qu'il remarque que toute la fenêtre est maintenant couverte de monstres qui essaient d'entrer dans la maison. Choc revient à la réalité lorsque la fenêtre se brise et que les monstres s'introduisent dans le bâtiment. Seok prend la fuite tout en se demandant ce que sont ces monstres qui le poursuivent. L'intelligence de Seok le sauve alors qu'il saute par une fenêtre et se cache sur le rebord pour attendre que les monstres passent. Une fois qu'ils sont partis, il remonte et pousse un soupir de soulagement d'avoir enfin semé les monstres. Soudain, il aperçoit un enfant au loin, et il se précipite vers le jeune garçon pour lui demander ce qu'il fait dans un endroit aussi dangereux. Il suggère qu'il se dépêche de retourner à l'abri, mais le gamin est plus préoccupé par le monstre qu'il a vu plus tôt car il veut le tuer. Il demande à Seok s'il veut venir avec lui, et Seok le regarde avec dégoût, se demandant ce que diable ce type est en train de raconter. Il s'avère que la Terre est comme ça depuis 13 ans. Comme le gamin refuse d'aller à l'abri, Seok n'a d'autre choix que de le suivre, et il finit par l'accompagner.
Le gamin lui explique alors qu'une faille de corrosion est une ouverture d'où sortent les monstres, et personne ne sait pourquoi elles se forment, ni quand et où elles apparaîtront. Après avoir entendu cela, Seok commence à penser à l'enfer qu'il a traversé dans l'autre monde, juste pour revenir sur une terre qu'il retrouve également dans un état horrible. Le gamin est surpris de devoir expliquer les choses à Seok, et il lui demande pourquoi il n'est pas au courant. Seok ment en disant qu'il vivait en Amérique, mais cela ne fait que soulever une autre polémique puisque les gens ne peuvent pas passer des États-Unis à la Corée. Le gamin regarde Seok d'un air confus parce qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle. Seok réussit à détourner la conversation de lui-même, et il interroge le gamin sur le chasseur qu'il a dit aimer. Le gamin répond qu'elle s'appelle Lee-sun. Le garçon mentionne que Sien est dans la guilde Jonabe, et qu'elle est classée 10e sur Terre. Apparemment, son arme principale est une épée à 2 mains, et elle est actuellement à Sherwan en train de s'occuper d'une faille de corrosion. Vu la façon dont le garçon déballe tout ce qu'il sait sur Sien, Seok ne peut que pousser un soupir de soulagement d'avoir réussi à détourner le sujet de sa personne. Cependant, il n'arrive toujours pas à se faire à l'idée qu'un humain normal combatte un monstre tout comme dans l'autre monde d'où il vient. Le type est toujours en train d'énumérer tout ce que Seok doit savoir quand Seok lui couvre soudainement la bouche, lui disant d'arrêter de jacasser. Il jette un coup d'œil au coin de la rue pour voir 5 monstres au loin. Cependant, Seok parvient à comprendre qu'il y a un monstre caché, ce qui en fait 6 au total. Seok est reconnaissant que le corps dans lequel il se trouve est un certain niveau de force physique. Comme il a l'habitude de combattre plusieurs ennemis, Seok se dit qu'affronter les monstres ne sera pas un problème. Cependant, le problème est le gamin avec lui, et juste au moment où il se retourne pour regarder le type, il tremble déjà. Seok n'arrive pas à croire que toute sa détermination à tuer des monstres a disparu après s'être retrouvé face à face avec l'un d'eux. Seok reste perplexe sur ce qu'il doit faire car il n'a pas d'arme avec lui, mais soudain, il remarque la présence de mana dans l'air. Dès qu'il confirme que c'est la même chose que dans l'autre monde, Seok décide d'attaquer les monstres. Il sort de sa cachette et en frappe un avec la flamme du paradoxe. Seok est reconnaissant de pouvoir encore utiliser la compétence qui était gravée dans son âme dans l'autre monde. Même si la puissance de feu n'est pas celle à laquelle il s'attend, il pense que c'est plus que suffisant pour ce qu'il veut faire. La tête du monstre brûle dans une douleur atroce, et le gamin félicite Seok, lui disant que ce qu'il a fait était incroyable. Il s'adresse immédiatement à Seok en l'appelant son maître, disant qu'il a une compétence unique, et Seok comprend que les techniques rares sont considérées comme uniques sur Terre. Le monstre est toujours en train de brûler quand le type décide qu'il doit confirmer l'élimination. Il se précipite vers l'endroit où la flamme est encore active, tandis que Seok essaie de l'avertir de ne pas s'approcher des flammes tant que la cible n'est pas morte. Alors qu'il est sur le point de se blesser, Seok intervient tel Superman, bloquant les flammes à main nue et se blessant au passage. Seok exhorte le gamin à arrêter de regarder des choses en ligne car la réalité est apparemment différente des films. Seok emprunte alors le bâton qu'il tient, l'utilisant pour abattre les monstres qui se jettent sur eux. Seok le fait avec une telle efficacité, comme s'il utilisait une véritable épée, laissant le garçon totalement émerveillé par ce qu'il voit. Il félicite Seok en lui demandant s'il est un chasseur secret. Seok, d'un autre côté, n'est pas entièrement satisfait de la façon dont sa nouvelle vie a commencé, car il est pratiquement revenu à la vie qu'il essayait de fuir. Quelques instants plus tard, ils arrivent à l'abri, et Seok décide de commencer à appeler le gamin morveux au lieu de le considérer comme un écolier. Au moment où ils entrent dans l'abri, la mère du garçon l'aperçoit et crie son nom qui s'avère être Yoon Seong. Elle se précipite vers son fils, remerciant Seok de l'avoir ramené à l'abri sain et sauf, car elle sait que ça a dû être difficile. Pendant que la femme est occupée à serrer son fils dans ses bras, Seok remarque qu'elle porte des objets de valeur, ce qui montre qu'ils sont riches. Seok comprend immédiatement pourquoi Seong est un morveux, et soudain le mur extérieur est brisé par un monstre. La panique s'installe immédiatement, tout le monde se bousculant pour se mettre en sécurité. Il n'arrive pas à croire que le mur extérieur a été démoli. Et pendant que tout le monde s'enfuit, Seok appelle Seok pour qu'il les suive. Cependant, Seok reste là, en colère, car il n'arrive pas à croire que tout ce qu'il voulait, c'était retourner dans un monde normal, mais on vient lui chercher des noises. La colère monte en lui alors qu'il se demande s'il en demande trop. Il regarde sa paume brûler en sauvant Seok avant de l'appeler par le nom qu'il lui a donné, c'est à accent grave dire morveux. Seok demande à Seok pourquoi il essaie de devenir un chasseur alors que sa famille est de toute évidence riche. Seok sait que le type aurait pu se cacher dans un endroit confortable, et qu'il n'aurait même pas eu à se battre. C'est alors que Seong révèle la triste vérité sur la façon dont il a perdu son père à cause d'un monstre. Apparemment, une faille de corrosion s'est ouverte dans le bunker souterrain où il s'était réfugié. Ils croyaient tous être en sécurité, mais c'est ce jour-là que Seok a réalisé la dure vérité, nulle part sur la planète n'est sûr. Seok dit qu'il n'est peut-être pas encore fort, mais il prévoit de devenir le plus fort des chasseurs pour se débarrasser de toutes les failles de corrosion afin de pouvoir sauver le monde. Seok dit cela avec une grande détermination et dit à Seok que ça peut lui paraître stupide, mais Seok le coupe, lui disant qu'il va vraiment devenir un grand chasseur. Cependant, il le choque en lui disant qu'il ne pourra pas sauver le monde. La mère de Seok panique déjà, et elle dit à son fils qu'il est temps pour eux de partir. Seong hésite car Seok se tient toujours devant le monstre. Soudain, il voit une lumière vive derrière eux, et quand il se retourne,
Ils sont choqués de voir que Seok a déjà abattu le monstre avec sa flamme du paradoxe. Seok fait savoir à Seok qu'il ne pourra pas sauver le monde, car lui, il l'aurait déjà sauvé. Avec un sourire aux lèvres, Shock dit à Seong que sauver le monde est un travail pour quelqu'un qui l'a déjà fait. Après que tout se soit calmé et que Seok ait promis à Seong qu'il allait sauver le monde, il est simplement retourné à son appartement pour jouer aux jeux vidéo et manger de la malbouffe. Même s'il a dit avec confiance à tout le monde qu'il allait sauver le monde, cette confiance n'a pas duré longtemps car il manquait de désir, ayant de la nourriture en abondance et des jeux vidéo pour lui tenir compagnie. De plus, Shuk ne pense pas qu'on ait besoin de lui car il y a déjà des chasseurs qui travaillent sans relâche pour sauver le monde. C'est alors que Shuk prend son téléphone pour commander d'autres cochonneries, et c'est là que la réalité le rattrape, il a déjà dépensé toute son indemnité de licenciement. Il s'avère que le propriétaire originel du corps était un employé d'une entreprise de logistique, mais il a perdu son emploi lorsque l'entreprise a fait faillite à cause d'une faille de corrosion. Il réalise alors qu'il doit trouver un travail maintenant qu'il n'a plus d'argent. Il a déjà essayé de trouver un travail, mais c'est difficile car il n'y a pas d'emplois normaux disponibles, à cause de l'apparition constante des failles de corrosion. En fait, la plupart des entreprises font déjà faillite, laissant Seok totalement perplexe sur ce qu'il doit faire. Il est allongé sur son lit, frustré, quand une notification apparaît sur son téléphone concernant le recrutement de chasseurs. Comme il a déjà de l'expérience dans ce domaine, Seok se rend à l'association des chasseurs. En entrant dans le bâtiment, il trouve plein d'autres personnes qui sont là dans le but de devenir des chasseurs. Seok entend deux gars dire que le processus de sélection n'est qu'une formalité car, de nos jours, pour être sélectionné, il suffit de montrer une compétence unique. Tout semble se dérouler normalement lorsque la légendaire Sia apparaît dans le bâtiment, provoquant un chaos total parmi les aspirants. Les candidats sont tous heureux de la voir car ils pensaient qu'elle ne serait pas disponible puisqu'elle était partie à Charouon pour maîtriser une faille de corrosion. Les candidats en concluent que l'escouade Janabe a dû envoyer Sihoon personnellement pour repérer les meilleurs parmi les candidats, mais cela soulève la question de savoir pour qui ils sont là. Il s'avère qu'il s'agit d'une candidate nommée Han Singa, diplômée de l'académie, et sa capacité éveillée est l'électrokinésie. Quand Sion lit son dossier, elle taquine Sanga à propos de son pouvoir, lui demandant si elle peut recharger des piles. Son assistant lui rappelle rapidement que la jeune fille est une chasseuse, pas un générateur d'électricité. Il lui dit que des rumeurs circulent selon lesquelles Sanga maîtrise bien sa capacité, ce qui signifie qu'elle sera très utile. L'autre assistant de Sion intervient, disant que la chasse dans les failles de corrosion est un vrai combat. Et même si les candidats excellents à l'académie, il y a de nombreux cas où ils n'obtiennent pas de grands résultats en combat réel. Sion félicite le type pour son ingéniosité et le récompense avec un bonbon, tandis que l'autre type regarde avec dégoût. Sion sait très bien que l'entraînement et le combat réel sont complètement différents, c'est pourquoi il sera difficile pour les étudiants de l'académie qui n'ont eu qu'un entraînement sûr, d'endurer un vrai combat. Elle pense qu'il faudra beaucoup de temps à Sanga pour finalement s'adapter. Quelques instants plus tard, le présentateur apparaît sur la scène pour souhaiter la bienvenue à tout le monde dans l'arène. Il leur annonce que le premier match est sur le point de commencer, et Sia espère que Sanga augmentera sa valeur suffisamment pour la convaincre. L'animateur dit alors à tout le monde que le premier candidat est intéressant, car c'est un civil qui ne vient même pas de l'académie des chasseurs, ce qui est assez inhabituel. L'animateur est curieux de savoir quel cran a Seok pour se tenir sur la scène, et en appelant son nom, il est présenté à la foule. Son adversaire monte également sur la scène, et l'animateur annonce les règles du match. Il leur fait savoir que les armes personnelles, autres que celles fournies par l'association, ne sont pas autorisées. De plus, il est interdit d'infliger des blessures mortelles. Au fond de lui, Seok ne se soucie que de sauver le monde tout en mangeant bien et en vivant sa vie comme il l'entend. Et pour ce faire, il comprend que la première étape est d'obtenir de bons résultats dans le tournoi. Une fois que tout est prêt, l'arbitre lance le match, et l'adversaire de Seok enflamme sa lance en se moquant de lui, le traitant de déchet qui ne sait même pas comment accumuler du mana. Le type n'a encore rien fait, mais il se moque de Seok, lui disant de considérer sa défaite comme un honneur. Il fonce vers Seok en se vantant d'être le maître lancier invaincu de l'académie des chasseurs. Juste à ce moment, le type remarque soudainement qu'il ne voit pas où est Seok. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, Seok apparaît à côté de lui et lui donne un coup de poing dans le ventre, envoyant une vague de douleur à travers son corps. Seok ne s'arrête pas là et lui assène un uppercut à la tête pour le mettre à terre. Le type s'effondre à genoux de douleur, ayant perdu quelques dents. Seok est surpris que le type soit déjà au sol alors qu'il se retenait pour ne pas le blesser. Seok suppose simplement que le type est un débutant, c'est pourquoi il est faible, car il ne veut pas croire que les chasseurs sont si faibles que ça. Pendant ce temps, Sihoon a vu ce que Seok a fait, et elle a été époustouflée. Elle sort immédiatement sa tablette pour faire une vérification des antécédents de Seok. Elle découvre qu'il n'était qu'un gars ordinaire travaillant dans une entreprise de logistique, et qu'il n'a même pas de mana dans son corps. Un des assistants de Sihoon dit que le coup de poing de Seok était peut-être de la chance, mais Sihoon lui donne un bonbon déchet, ce qui revient à lui dire de la fermer. Sihoon leur fait savoir que Seok n'accumule pas de mana intentionnellement. De retour dans l'arène, Seok décide d'en finir une bonne fois pour toutes, car il doit montrer qu'il est compétent. Seok se lance alors à la poursuite de son adversaire, et le type manque de se faire dessus en voyant Seok venir vers lui.
Seok l'assure que ce ne sera pas une blessure mortelle, donc il n'a pas à s'inquiéter. Même s'il avait promis d'y aller doucement avec le type, Seok finit par le mettre KO, remportant ainsi la première victoire de la journée. Cela laisse tous les officiels sous le choc, et Si-Hoon remarque que les autres guildes réfléchissent déjà à ce qu'elles vont faire. Cependant, Si-Hoon prévoit d'agir avant eux pour voir de quel bois Seok se chauffe vraiment. Si-Hoon se lève pour partir, et quand ses collègues lui demandent où elle va, elle révèle qu'elle doit aller voir le président de l'association. Au fur et à mesure que la compétition avance, Seok continue d'éliminer ses adversaires avec une relative facilité. Seok est déçu de voir à quel point les prétendus nouveaux chasseurs sont faibles. Il n'utilise même pas d'armes contre eux, se contentant de les rouer de coups à main nue. Seok est finalement déçu par ce qu'on leur enseigne à l'Académie des chasseurs, car il n'a pas encore affronté un seul candidat compétent. Peu de temps après, Seok se ferait un chemin jusqu'à la finale où il va affronter Singa. Tout le monde compte sur elle pour mettre fin à la domination de Seok. Au moment où Singa monte sur scène, Seok la félicite, disant qu'elle est la seule qu'il ait vue à avoir accumulé le plus de mana de tous. Singa, de son côté, dit à Seok qu'il est arrivé aussi loin par chance, mais elle lui fait savoir qu'il n'y aura plus de coups de peau. Singa saisit son épée en disant qu'elle a compris que Seok n'a pas de compétence unique, c'est pourquoi il a frappé tout ce qui se trouvait devant lui. Cependant, elle lui fait savoir qu'elle n'a aucune intention de le ménager. Seok la remercie nerveusement pour sa considération et, en ce qui concerne une compétence unique, il en a bien une, mais il n'a pas l'intention de l'utiliser sur Singa. Singa prend alors une profonde inspiration en rassemblant son mana, prête à déchaîner l'enfer sur Seok. Une fois prête, elle fonce vers Seok, mais à sa grande surprise, Seok saute en l'air pour esquiver son coup. Singa n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, car Seok a pratiquement esquivé la foudre en sautant simplement. Seok, de son côté, est impressionné par sa compétence, car en faisant passer un courant électrique à travers la lame et la poignée, elle les a essentiellement rendus magnétiques. Ce faisant, elle a ajouté une force magnétique à la puissance de dégainage de l'épée, la transformant ainsi en un canon électrique. Seok dit à Singa qu'elle a été la meilleure jusqu'à présent, mais lui fait savoir qu'elle oublie un détail important. Il lui dit qu'elle était trop concentrée sur le fait d'attaquer rapidement. En gros, son erreur a été que pour accélérer encore plus l'épée dégainée, elle a posé un rail magnétique dans le vide. Seok lui dit que peu importe la vitesse et la puissance de l'attaque, aucun idiot ne se prendrait une attaque dont la trajectoire est visible de tous. Singa pense toujours que Seok est un coup de chance, et elle lui dit de ne pas prendre la grosse tête car elle peut battre des gens comme lui sans même utiliser cette technique. Elle fonce vers Seok avec une autre technique, mais plus lente. Seok l'esquive facilement, demandant à Singa si elle est vraiment stupide, car il a esquivé sa technique la plus rapide, mais elle essaie de le toucher avec quelque chose d'encore plus lent. Pour ne pas perdre contre Seok, Singa déchaîne une technique puissante qui fait voler le sol en éclats, et Seok comprend vite que la fille se pousse à ses limites. Seok réalise que la fille va y rester si elle continue comme ça. Seok décide alors de mettre fin au combat, disant qu'ils se sont assez amusés. Il la taquine, lui disant de lever la main gauche si ce qu'il s'apprête à lui faire lui fait mal. Avant que Singa ne puisse réagir, Seok l'a atteinte et la frappe à l'abdomen, perturbant ses organes. Alors qu'elle essaie encore de comprendre ce qui se passe, Seok termine le combat avec un autre coup de poing qui l'envoie voler au loin. Singa est KO, choquant tout le monde car il ne s'attendait pas à ce que Seok domine la meilleure élève de l'académie. Seok se retourne pour quitter la scène, mais remarque soudain que Singa lève la main gauche. Seok se souvient de la blague qu'il a faite en lui disant de lever la main gauche si ça faisait mal, et il est surpris qu'elle ait vraiment levé la main. Avant que Seok ne puisse partir, l'arbitre reçoit une information importante et annonce rapidement que le programme du tournoi a été modifié. Il dit à Seok de prendre une courte pause, laissant Seok totalement confus puisque le combat aurait déjà dû être terminé. L'arbitre annonce alors quelque chose de choquant, révélant que Seok et un chasseur en activité vont avoir un match spécial, ce qui choque tout le monde. Il s'avère que le chasseur en activité a déjà été annoncé au public sur l'écran, qui n'est visible que pour eux. La foule entière devient folle, et Seok en déduit que le chasseur doit être très doué. Ce chasseur n'est autre que Si-Hoon, et Seok se demande si elle est là pour tester ses capacités. Si-Hoon monte sur scène avec son espadon, disant à Seok qu'elle doit l'affronter car il n'y a pas d'autre moyen de vérifier ses compétences. Elle se présente et présente la guilde pour laquelle elle travaille, tout en suggérant que Seok est un vrai match avec elle. Elle fait savoir à Seok qu'il est libre de refuser le match car c'est trop soudain. En y regardant de plus près, Seok peut voir pourquoi Si-Hoon est classé 10e au monde car son sang-froid et son aura sont quelque chose à voir. Même s'il sait qu'il aura du mal à affronter Si-Hoon dans son corps actuel, Seok ne s'en formalise pas et accepte le défi avec joie. Seok suggère qu'il commence le match immédiatement, choquant l'arbitre. Seok révèle avec confiance qu'il n'a pas utilisé la plupart de son endurance, donc il est en pleine forme. Comme il cherche à obtenir le meilleur résultat possible dans le tournoi, Seok conclut que combattre Si-Hoon l'aidera à y parvenir. Seok saisit alors sa lance, espérant voir s'il peut augmenter sa valeur. 30 minutes après le début du combat, Seok est toujours debout, mais il a déjà du mal face à la puissance écrasante de Si-Hoon. Seok ne veut pas croire qu'il affronte une femme avec un corps aussi fort. Néanmoins, il est capable de repousser Si-Hoon, et il réalise même que la vitesse de celle-ci a diminué par rapport au début du combat.
Seok voit des ouvertures en combattant Si-hoon, mais son corps n'est pas assez agile pour les exploiter. Il transpire déjà, et il a l'air vraiment épuisé après seulement 30 minutes de combat contre Si-hoon. Si-hoon le taquine alors, disant qu'elle espérait un bon échauffement pour la première fois depuis un moment, mais qu'elle n'arrive pas à croire que Seok soit déjà fatigué. Néanmoins, elle est toujours impressionnée que Seok ait pu tenir autant de minutes, car elle s'attendait à ce qu'il s'effondre dans les 5 premières minutes. Si-hoon fonce alors vers Seok, espérant terminer le match. Avec Si-hoon courant vers lui, Seok commence à se creuser la tête sur ce qu'il doit faire. Il se rend compte qu'il n'a pas de mana en réserve, et même le mana dans l'air est rare. Bien qu'il ait été réticent à utiliser sa compétence unique, il réalise qu'il n'a plus le choix. Et juste au moment où Si-hoon est sur le point de l'atteindre, il active la flamme du paradoxe. Grâce à cela, il est capable d'esquiver l'attaque de Si-hoon à la dernière minute. Si-hoon est surprise car elle est presque certaine d'avoir frappé avec une telle puissance et précision qu'il aurait dû être impossible pour Seok de l'esquiver, mais il a réussi. Elle remarque aussi une flamme noire qui brûle sur son corps, ce qui la rend curieuse. Seok sourit car il vient de puiser dans le pouvoir auquel il faisait le plus confiance avant de retourner sur Terre. En gros, la flamme du paradoxe ne brûle pas la matière comme les flammes normales, et la flamme brûle aussi en utilisant les concepts abstraits qu'il a désignés comme carburant. Pour le moment, Seok ne peut pas brûler des concepts avec des points d'ignition élevés comme la mémoire ou la raison, ce qui lui laisse un concept pratique à brûler, la fatigue. Seok fonce vers Si-hoon, et Si-hoon peut voir qu'il est devenu encore plus rapide. Seok porte un coup puissant qui force Si-hoon à bloquer avec force, et elle est surprise que Seok ait pu récupérer en si peu de temps. Le combat entre les deux atteint immédiatement un autre niveau alors qu'ils croisent le fer, produisant des sons de choc et de la lumière. Si-hoon remarque que la concentration de mana dans l'air ne cesse de fluctuer entre haut et bas, et c'est étrange car les paramètres de l'arène n'ont pas changé. Il s'avère que la flamme du paradoxe libère du mana en brûlant des concepts abstraits, tout comme le feu libère de la chaleur en brûlant de la matière. Il ne reste plus à Seok qu'à utiliser du mana pour allumer la flamme du paradoxe, et la flamme du paradoxe brûle à son tour sa fatigue pour générer plus de mana, créant ainsi un cycle sans fin. Les deux continuent de s'affronter, brisant le sol de l'arène avec leurs puissantes attaques, et ce grâce au refus de Seok d'abandonner, car il est déjà habitué à une guerre d'usure. À un moment donné, Si-hoon lui demande s'il pense pouvoir continuer, et Seok l'assure qu'il le peut. Seok lui demande si elle aime les gars qui ne savent pas abandonner, et elle répond qu'elle les déteste. Tout comme les arbres brûlés laissent des cendres, il s'avère que la flamme du paradoxe laisse également un résidu. Si tout est consumé jusqu'à ce qu'il ne reste que des résidus, la flamme du paradoxe finira par disparaître. Après 4 heures de combat intense, Si-hoon réussit enfin à mettre Seok à terre, et elle le félicite d'avoir tenu si longtemps. Une fois Si-hoon déclaré vainqueur, elle sort une grosse sucette de sa poche et la donne à Seok, lui disant que c'est une récompense pour ses efforts. Elle lui fait savoir que sa carte de visite est également avec la sucette. Seok regarde la carte, et Si-hoon lui dit qu'ils parleront des détails plus tard. Elle l'exhorte à l'appeler entre-temps, et à la fin des épreuves de sélection, Seok est appelé sur le devant de la scène pour recevoir sa récompense. Quelques jours plus tard, Seok utilise son smartphone pour consulter les détails de la carte. Il se rend compte que le smartphone fournit essentiellement tout ce qu'il a besoin de savoir. Seok est en route pour rencontrer Si-hoon quand il tombe sur un type géant qui lui barre la route. Seok lui demande qui il est, mais celui-ci se contente de lui donner sa carte de visite. Seok la regarde et réalise que le type s'appelle Yoon Seong-yeon. C'est un chasseur partenaire de la guilde Taibak, et sans perdre de temps, il presse Seok de rejoindre sa guilde. Yoon assure à Seok qu'il deviendra une star s'il décide de venir acquérir de l'expérience sous ses ordres. Seok regarde Yoon dans les yeux et se rend compte qu'il ne ment pas, mais en même temps, il se souvient qu'il a déjà des engagements avec Si-hoon, il ne peut donc pas donner de réponse à Yoon tout de suite. Seok dit calmement à Yoon qu'il devra y réfléchir, mais Yoon éclate de rire, disant qu'il n'a pas l'intention d'obtenir une réponse immédiate. À ce moment-là, il attrape Seok par l'épaule, se rapproche et lui dit de bien réfléchir à sa réponse. Après cette manœuvre ridicule, il s'en va, en disant à Seok qu'ils se reverront. Cependant, Seok conclut immédiatement que Taibak ne fait pas partie de ses projets. Seok appelle alors Si-hoon, lui demandant où il doit la rencontrer. Si-hoon lui dit de venir à un endroit appelé la hutte, situé au 2e étage du bâtiment de l'association des chasseurs. Quelques instants plus tard, Seok arrive à la hutte, qui semble être un café. En entrant, Si-hoon l'appelle à sa table, et voyant la réaction de Seok, elle lui demande si quelque chose ne va pas. Seok révèle qu'un type immense du nom de Yoon a essayé de le recruter. Si-hoon est surprise que Yoon ait montré de l'intérêt pour Seok, et elle lui fait savoir que les autres guildes n'oseront plus lui faire d'offres. Seok demande à Si-hoon si cela s'applique aussi à Janabi. Si-hoon révèle alors quelque chose de choquant, disant à Seok qu'elle n'a aucune intention de le recruter, ce qui amène Seok à lui demander pourquoi elle voulait le rencontrer. Si-hoon dit à Seok qu'elle aimerait qu'il travaille en tant qu'indépendant, sans être affilié à aucune guilde. Si-hoon dit à Seok que Yoon lui a très probablement offert un poste de junior. Seok est perplexe et lui demande ce qu'elle entend par poste de junior et chasseur partenaire. Comme Seok ne vient pas de l'académie des chasseurs, Si-hoon explique que les rangs des chasseurs d'une guilde sont généralement divisés en 3. Il y a les juniors, les seniors et les partenaires. Les juniors et les seniors appartiennent à des équipes dirigées par des chasseurs partenaires,
ils sont donc essentiellement des employés salariés. Cependant, les chasseurs partenaires ont des parts dans la guilde au lieu d'un salaire, et ils se partagent les bénéfices nets que la guilde réalise. En d'autres termes, ils peuvent être considérés comme des propriétaires d'entreprise. Apparemment, le chasseur qui a fondé les guildes a utilisé les cabinets d'avocats comme modèle. Il s'avère qu'on n'a pas besoin d'appartenir à une guilde ou de passer par les rangs de junior et senior pour devenir un chasseur partenaire. Seok comprend enfin tout ce que Sioun dit. En gros, s'il devient célèbre et obtient des résultats incroyables, les grandes guildes viendront automatiquement le supplier. Sioun confirme, et elle donne joyeusement un bonbon à Seok, qui se demande pourquoi cette folle lui donne un bonbon. Seok rappelle alors à Sioun qu'il n'a aucune relation, et qu'il lui sera donc difficile d'obtenir des missions convenables. Sioun dit à Seok qu'elle va l'aider sur ce point sans lui rien faire payer. Seok est surpris, mais en même temps il comprend pourquoi elle se donnerait tant de mal pour l'aider. Sioun dit à Seok qu'elle veut juste qu'il se souvienne à l'avenir qu'une guilde appelée Janabi l'a aidé quand il était encore inconnu. En d'autres termes, Sioun aide Seok pour qu'il ait une dette envers elle. Sioun donne alors une enveloppe à Seok en lui disant que c'est à lui de choisir d'accomplir ou non la mission qui s'y trouve. Seok lui demande ce que c'est, et elle révèle qu'il s'agit d'une demande de la ville des Hinchons. Apparemment, il existe un endroit appelé l'île de Gyodongo où une zone de corrosion s'est formée il y a 2 ans après une tentative ratée d'éliminer une faille de corrosion. Seok demande si son travail consiste à se débarrasser de la faille, mais Sioun lui dit que son travail est de patrouiller l'île, et de s'occuper de toute faille de corrosion supplémentaire qui apparaîtrait. La mission commencera dans 1 mois, et Seok recevra une avance de 5 millions, avec 15 millions supplémentaires si la mission réussit. Seok dit à Sioun que le salaire n'est pas attrayant étant donné que le travail est très risqué. Sioun dit à Seok de devenir plus fort et célèbre afin que plus d'argent soit offert pour ses services. Sioun lui demande alors sa décision, et comme prévu, il accepte la mission. Plus tard, Sioun appelle son patron pour lui dire à quel point Seok est fou. Son patron lui demande qui il est, et elle explique que c'est un civil qui a réussi les épreuves de sélection à main nue. Le patron ne trouve pas ça si fou, mais Sioun fait savoir à son patron que Seok a tenu pratiquement 4 heures contre elle. Malgré cela, le patron pense toujours que Seok a tenu si longtemps parce qu'elle s'amusait avec lui. Sioun rappelle alors à son patron qu'elle est une chasseuse vétéran avec 10 ans d'expérience, et que toute son expérience a été acquise en survivant à des endroits infernaux. Elle mentionne que normalement, elle devrait pouvoir se jouer de Seok, mais il lui a donné du fil à retordre en tenant pendant 4 heures. Sioun admet à quel point Seok est incroyable, disant qu'elle ne reverra peut-être jamais un monstre comme lui. Son patron en a marre de l'entendre encenser Seok et lui demande si la mission qu'elle lui a confiée ne nécessitait pas des chasseurs expérimentés. L'homme s'inquiète que Seok ne puisse pas s'entendre avec des chasseurs vétérans, même s'il est très doué. Sioun dit alors à son patron de ne pas s'inquiéter, car elle a déjà mis Seok en équipe avec quelqu'un de fiable, Sangha. Le patron décide de faire confiance au jugement de Sioun, car elle est le cerveau des opérations de la guilde. Le patron demande alors à Sioun ce que Seok deviendrait en atteignant son niveau, et Sioun répond avec assurance que Seok serait capable de le battre lui aussi. 1 mois plus tôt, Seok a reçu une commande pour une lance et un élixir dans son appartement. L'élixir est une potion que les chasseurs utilisent en cas d'urgence, contenant du mana condensé, très utile en cas de besoin urgent de mana. La gestion du mana est similaire au fait de boire de l'eau d'un purificateur. On peut contrôler le mana de l'atmosphère, le stocker dans son corps et l'utiliser en cas de besoin. L'élixir dans sa main lui permet de faire cela en très peu de temps. Cependant, Seok utilise le mana différemment des autres car il saute le processus de stockage et absorbe et utilise directement le mana de l'atmosphère. L'avantage est qu'il n'y a pas de limite, puisque Seok utilise le mana présent dans l'air. De plus, en absorbant et en libérant le mana, les canaux qu'il traverse se renforcent progressivement, ce qui permet d'utiliser plus de mana. Cependant, le seul inconvénient est que tant que les canaux de mana ne se sont pas développés, la quantité que Seok peut gérer est faible, ce qui rend difficile de produire une grande puissance en peu de temps. Seok décide alors d'en utiliser une partie, car il n'y a pas de temps à perdre. Il est convaincu qu'il se sera amélioré avec son nouveau corps après 1 mois d'entraînement. Aujourd'hui, les chasseurs font la queue pour faire vérifier leur identité avant d'être autorisés à entrer sur l'île. Une fois l'identité de Seok confirmée, l'officiel lui annonce qu'il fait partie de l'escouade 8. Seok rejoint le reste de l'escouade et reste muet pendant que tous parlent comme des perroquets. À ce moment-là, il entend quelqu'un l'appeler, et en levant les yeux, il se rend compte que c'est Sangha. Elle porte un débardeur, et une cicatrice lui traverse l'épaule. Il s'avère qu'ils sont dans la même escouade, et Sangha suggère qu'ils travaillent ensemble pour la mission. Seok lui demande pourquoi il devrait accepter de travailler avec elle, et elle lui rappelle qu'il est plus fort qu'elle. Pour cette raison, elle pense pouvoir apprendre de Seok, et Seok la taquine en disant que son épaule va tomber à force de rougir. L'incapacité de Sangha à comprendre une blague refait surface lorsqu'elle demande à Seok si ses épaules se déboîtent souvent. Seok se souvient de la façon dont elle a littéralement levé la main pendant leur match, ce qui montre à quel point elle manque de sens de l'humour. Quelques instants plus tard, l'escouade est rassemblée, et l'officiel leur explique l'objectif de la mission, puisqu'ils ont de nouveaux chasseurs parmi eux, à savoir Seok. Il mentionne que les failles de corrosion sont classées comme classe 1, classe 2, classe 3 et non classées. Plus une faille est proche de la classe 1, plus elle est dangereuse.
Il ajoute que la première faille de corrosion à apparaître dans une zone spécifique reçoit le nom supplémentaire d'alpha. Il s'avère que l'emplacement actuel de la faille de corrosion alpha sur l'île est l'église dans la partie nord. Cependant, il leur fait savoir que la corrosion est toujours non classée. Comme la corrosion se renforce avec le temps, l'officiel les exhorte à ne pas s'approcher de la faille. Il leur dit que leur mission est de patrouiller la zone pour identifier et éliminer toute faille de corrosion supplémentaire qui aurait pu apparaître. Un blondinet de l'escouade est surpris qu'il se lance dans une mission d'élimination avec un débutant parmi eux. Avant même que Seok ne s'en rende compte, il réalise que toute l'escouade agit bizarrement envers lui parce qu'il est censé être un novice. Avant leur départ, on les informe que la salle de contrôle en mer est active et qu'ils peuvent la contacter s'ils ont besoin d'aide. Sur ce, les chasseurs sont envoyés avec des vœux de bonne chance. En arrivant sur l'île, les chasseurs chevronnés commencent à élaborer un plan, mais Seok les interrompt en suggérant d'établir une base au temple Wajiza pour pouvoir opérer à partir de là. Il leur montre l'emplacement du temple sur la carte, mais les chasseurs chevronnés ne reviennent pas de recevoir des instructions d'un fichu débutant. De plus, ils veulent savoir pourquoi ils se dirigent vers le temple, et Seok explique que depuis le temple, on peut voir leur zone cible. En outre, ils peuvent voir toute la région directement depuis le sommet. Il mentionne que l'ancien bâtiment du temple est également disponible, donc ils peuvent l'utiliser comme logement, ce qui est fondamentalement la chose la plus évidente à faire. Les chasseurs chevronnés se mettent immédiatement à lui crier dessus, lui disant qu'il y a plusieurs autres endroits où ils peuvent loger. L'un d'eux lui demande même ce qu'ils sont censés faire s'ils se retrouvent encerclés après avoir inutilement escaladé une montagne. Seok leur rappelle qu'ils ne combattent pas des milliers d'ennemis, donc il n'y a aucune chance qu'ils se fassent encercler. Bien que Seok essaie de les convaincre, les chasseurs lui font savoir qu'ils n'ont aucune raison de suivre ses ordres, car ils manquent cruellement d'expérience. Seok est choqué de constater qu'il y a aussi des idiots sur Terre, tout comme dans l'autre monde. Comme ils n'ont aucun intérêt à le suivre, Seok suggère qu'ils se séparent. Seok passe à l'action et fonce vers le temple, suivi par Sangha. Étonnamment, le type aux cheveux blonds de tout à l'heure les suit également, ce qui amène Seok à se demander pourquoi il les suit. Seok l'appelle par son nom, Kim Min-jae, et lui demande pourquoi il les suit. Min-jae se vante de les suivre pour les surveiller, car ce sont des débutants. Seok remercie Min-jae pour sa considération, car il est surpris qu'il y ait au moins une personne décente dans l'équipe. Soudain, Seok s'arrête net, disant aux deux autres de s'arrêter aussi. Il leur dit de se taire et presse Min-jae de jeter un œil derrière l'abri. À sa grande surprise, il y a des monstres sur le chemin, et il suggère immédiatement de prendre un autre sentier, car il y a au moins 50 monstres devant eux. Seok demande alors à Min-jae quelle est sa compétence unique. Cette question déconcerte Min-jae, car il ne veut pas croire que Seok a l'intention de combattre les monstres. Seok lui demande si ce n'est pas normal pour un chasseur de combattre un monstre, et il répète sa question sur sa compétence unique. Min-jae répond que ce sont les flammes, et il lui demande quelle est la compétence dans laquelle il a le plus confiance, ce à quoi Min-jae répond que c'est la boule de feu. Seok est heureux de l'entendre et dit à Min-jae qu'il va attaquer les monstres à son signal. Min-jae proteste, disant que c'est de l'imprudence, car ils ne sont que 3 et doivent en affronter 50. Il ajoute que c'est leur première mission et que la bonne chose à faire est de contacter les autres chasseurs par radio tant qu'ils en ont encore l'occasion. Seok répond subtilement que les chasseurs n'arriveront pas à temps car, contrairement à eux qui sont partis directement du temple Wajiza, les autres chasseurs fouillent actuellement la côte. Seok mentionne qu'il est imprudent d'appeler les autres chasseurs, car il n'y a aucune garantie que ceux qui entendent la radio se présenteront. De plus, les monstres peuvent devenir une menace pour les autres chasseurs s'ils se dispersent pendant qu'ils attendent. Au fond de lui, Min-jae sait que Seok a raison, car les autres chasseurs pourraient ne pas venir immédiatement à cause du conflit qu'ils ont eu plus tôt dans la journée. Seok lui fait savoir que la seule option est de s'occuper des monstres eux-mêmes. Bien que la situation semble désavantageuse, Seok leur dit que ce qu'ils doivent faire, c'est lancer une attaque surprise. Comme le temps presse, Seok commence à dessiner le plan dans le sable. Il dit à Min-jae qu'il sera le premier à attaquer le centre avec une boule de feu pendant que lui bloquera les côtés. Face au plan que Seok élabore, Min-jae est complètement stupéfait, car il n'arrive pas à croire que Seok anticipe chaque scénario comme s'il était déjà habitué à ce genre de choses. Une fois que Seok a fini d'expliquer, Min-jae passe à l'action et frappe les monstres avec une boule de feu. Cela provoque une grosse explosion qui consume les monstres touchés. Min-jae se retire en disant qu'il lui faudra du temps avant de pouvoir utiliser une autre boule de feu. Seok s'avance pour continuer l'attaque et dit à Min-jae de lancer une autre boule de feu dès qu'elle sera prête. Min-jae accuse réception de l'ordre, et Seok affronte les ennemis non affectés par le feu, les taillant en pièces comme du beurre. Comme Seok est du genre à préférer l'efficacité en mission, il a toujours cru à la répartition des rôles. Il prévoit d'affronter les monstres jusqu'à ce que la prochaine boule de feu soit prête, mais il sait pertinemment qu'il ne peut pas tous les bloquer seul. C'est essentiellement la raison pour laquelle il est important qu'ils se répartissent les rôles. Tout monstre qui échappe au coup de Seok est abattu par Sangha, qui se tient derrière. Quelques instants plus tard, Min-jae dit à Seok qu'il est prêt à lancer une autre boule de feu, et Seok s'écarte immédiatement, donnant à Min-jae la chance de porter un autre coup dévastateur aux ennemis. En un rien de temps, ils ont éliminé les ennemis, et Seok est en train de les féliciter pour leur bon travail quand Min-jae sort une arme, choquant Seok. Avant qu'ils ne fassent une crise cardiaque, Min-jae leur demande de s'écarter, et Seok pousse un soupir de soulagement,
car il pensait déjà que Minje allait lui tirer dessus. Seok implante alors une micropuce dans un monstre mort, révélant qu'une fois la mission terminée et la zone sécurisée, le ferrailleur avec qui il a un contrat viendra récupérer les corps. Seok n'a aucune idée de ce que le type veut dire par ferrailleur, et Minje révèle qu'il est difficile pour eux de récupérer eux-mêmes les sous-produits des cadavres car ils sont évidemment lourds. Les marquer avec des puces donnent aux ferrailleurs le droit de venir après la mission pour récupérer tout ce qui a de la valeur. Une fois qu'ils ont tout récupéré, ils évaluent les objets, les vendent, puis se partagent les bénéfices. Les ferrailleurs prennent leur commission en fonction du contrat, et le reste revient au chasseur qui a implanté la puce. Seok demande à Minje s'il peut faire confiance aux ferrailleurs, et il répond que c'est pourquoi il est important de trouver un bon ferrailleur avec qui signer un contrat. Minje félicite alors Seok, lui disant qu'il a été incroyable, car il ne s'attendait pas à ce qu'ils puissent affronter les 50 monstres à eux trois. Soudain, les sens aiguisés de Seok lui disent que quelque chose ne va pas. Sans hésiter, il attrape Minje et plonge en avant pour esquiver une attaque surprise d'un monstre géant qui les traquait. Heureusement, Minje s'en sort indemne, et il demande ce qui vient de les attaquer. Seok regarde le monstre de plus près et mentionne que c'est une sorte de boss de niveau intermédiaire. Seok est surpris par l'arrivée du monstre, se demandant s'il s'agit du boss des autres monstres qu'ils viennent de vaincre. Seok peut également voir que ce n'est pas une blague, car la quantité de mana qu'il dégage est d'un tout autre niveau que ceux qu'ils viennent de combattre. Sans hésiter, il dit aux deux autres de rester en retrait pendant qu'ils s'occupent du monstre. Minje et Sanga pensent qu'ils sont censés aider en utilisant un mouvement en tenaille, mais Seok leur hurle de reculer, sinon ils rentreront à la maison dans un sac mortuaire. Le sérieux dans la voix de Seok les fait immédiatement reculer, et au fond de lui, Seok a déjà analysé la situation et sait qu'il vaut mieux qu'il s'occupe du monstre seul. Comme personne ne le gêne, il se dit qu'il peut simplement utiliser la flamme du paradoxe contre le monstre. Une fois que Seok est prêt, il provoque le monstre en lui disant de venir l'affronter. Quelques instants plus tard, Minje demande à Sanga s'ils ne vont pas aider Seok, car il a l'air d'être en difficulté. Sanga lui fait savoir que ce n'est pas nécessaire, car même si Seok semble en difficulté, il n'a pas été touché une seule fois depuis le début du combat. De plus, les attaques que Seok esquive facilement sont quelque chose contre lequel elle aurait eu du mal à se défendre. En gros, Seok esquive et attaque en même temps. Sanga remarque également qu'à chaque fois que la lance de Seok porte une attaque, une flamme noire apparaît, ce qui l'amène à se demander ce que c'est. Plus la flamme est intense, plus le monstre devient lent. Au début, il semblait que Seok avait des difficultés, mais il s'avère qu'il ne fait que jouer avec le monstre. Sanga est totalement abasourdie, car elle ne veut pas croire que Seok est un chasseur débutant comme elle. Après s'être amusé avec le monstre, Seok fait quelque chose de surprenant en lançant sa lance en l'air pendant que le monstre fonce sur lui à toute vitesse. Sanga panique, croyant que le monstre va l'abattre. Mais juste au moment où le monstre est sur le point d'atteindre Seok, il se fait écraser par la lance qui tombe du ciel. Seok n'a même pas bronché, montrant à quel point il a confiance en ses compétences. Il félicite le monstre car il pouvait encore bouger même après avoir brûlé toute sa force. Seok décide alors qu'il est temps d'achever le monstre. Minje est complètement dépassé par ce dont il vient d'être témoin, car il est impossible que Seok ait abattu si facilement un monstre aussi costaud. Après avoir abattu le monstre, Seok demande à Minje s'il est normal qu'un monstre de cette force apparaisse sur l'île. Minje lui fait savoir qu'il se posait la même question, car ce monstre n'est même pas le noyau de la faille de corrosion. Minje dit que cela aurait pu être possible s'il avait affaire à une faille d'au moins grade 3. C'est à ce moment que Seok se souvient que lors du briefing de la mission, il a entendu que la faille de corrosion alpha n'était pas classifiée. Puisque c'est le cas, Seok informe les deux autres que la faille de corrosion alpha sur l'île est passée au grade 3. Elle ne veut pas y croire car le briefing disait le contraire, mais Seok l'exhorte à y réfléchir rationnellement. Il lui dit qu'il n'y a aucun moyen d'expliquer la situation si la corrosion n'est pas de grade 3. Minje panique en entendant cela, car la différence entre une faille non classifiée et une faille de grade 3 est comme le jour et la nuit. Minje révèle que si c'est vrai, les chasseurs sont en danger et pourraient même ne pas en revenir vivants. Minje suggère immédiatement d'aller sauver les autres chasseurs, car avec les compétences de Seok, ils ont une chance. Cependant, Seok rejette immédiatement l'offre, disant qu'il n'est pas intéressé. Minje lui demande pourquoi il rejette la demande, et il révèle qu'il ne pourra jamais sauver tous les chasseurs de l'île à lui seul. Il rappelle à Minje qu'il est humain et qu'il a aussi ses limites. Il leur rappelle que leur mission n'est pas de sauver les chasseurs en danger, mais d'identifier et d'éliminer toute nouvelle faille de corrosion qui est apparue. De plus, il leur fait savoir qu'il est évident que tout le monde ne survivra pas, ce qui fait partie de la description du poste. Sanga demande alors à Seok ce qu'il ferait s'il était dans la situation des chasseurs. Seok ne comprend pas où elle veut en venir, et elle lui dit qu'il aurait supplié pour être sauvé. Et d'une voix sévère, Seok leur fait savoir qu'il ne refuse pas parce qu'il ne comprend pas les émotions humaines. Il leur dit qu'il ne parle que du résultat, car dans ce monde, il y a des morts qui sont inévitables. Il leur dit que face à de telles morts, il est normal de simplement mourir. Seok leur demande de ne pas agir sous le coup de l'émotion, car ils ne survivront pas dans un monde cruel avec leur mentalité. Plus tard dans la nuit, ils arrivent au temple. Et après avoir fouillé le temple, Seok dit aux deux autres que le bâtiment est sûr.
Minja dit alors que c'est une bonne chose qu'ils puissent voir l'emplacement des autres chasseurs grâce à leur lumière. Cependant, Siok n'est pas tout à fait d'accord, car utiliser des lumières est une invitation claire pour l'ennemi. Il sait que les chasseurs pourront s'occuper des monstres normaux, mais il craint qu'un monstre plus fort, comme le précédent, n'apparaisse à nouveau. Seok décide alors d'envoyer un avertissement, disant aux chasseurs qu'il est possible que la faille soit devenue de grade 3. Il leur demande de ne pas utiliser les lumières imprudemment, car cela pourrait les mettre en danger. Seok demande alors à Minja si les autres monstres disparaîtront si le cœur de la faille est détruit, et Minja le confirme. Il fait savoir à Siok que sans l'énergie émanant de la faille, la zone corrompue disparaîtra. Dès que Siok entend cela, il en conclut que sa mission est simple, détruire la faille de corrosion. Plus tard dans la nuit, une fois les deux autres endormis, Seok se prépare à sortir. Avant de partir, il pose un dispositif d'alarme qui se déclenchera si un monstre approche, et Seok pense qu'il devrait pouvoir aller et revenir sans s'inquiéter pour eux. Tandis qu'il traverse la forêt, Siok est content d'avoir confirmé l'emplacement de la faille de corrosion alpha pendant le briefing. Siok pense que les choses se passeront facilement, mais il se porte la poisse en tombant sur un autre monstre de niveau boss, qui semble encore plus effrayant que celui qu'il a combattu plus tôt. Plus tôt, dans la salle de crise de l'association des chasseurs, ils paniquent car ils ont perdu les signaux de certains chasseurs de l'équipe 5, et ils sont présumés morts. Comme si cela ne suffisait pas, des rapports indiquent que les monstres se déplacent de manière organisée, et il y a déjà une victime confirmée dans l'équipe 3. Le chef d'équipe crie de frustration, se demandant quel est le problème, car les combattants sont censés enquêter sur une faille de corrosion non classifiée. En panique, le chef d'équipe déclare l'état d'urgence, disant à ses supérieurs qu'ils vont avoir besoin de renforts. Il exige qu'il active le réseau de contact d'urgence et envoie une demande de coopération urgente à tous les chasseurs des environs. Ils sont en train de le faire quand on l'informe que quelqu'un s'approche de la faille de corrosion alpha. Le chef d'équipe panique en entendant cela, et il dit à ses subordonnés de contacter la personne en question et de lui dire de s'arrêter. L'un des responsables reçoit le rapport indiquant que le chasseur se dirigeant vers la corrosion alpha est Siok de l'équipe 8. Le chef d'équipe ordonne qu'il se connecte au terminal de Siok pour confirmer immédiatement qu'il est en vie. Le chef d'équipe est surpris que Siok soit le premier à comprendre la situation, car une amélioration de faille est un événement sans précédent. Il comprend que, puisque Siok est le seul à se diriger vers la corrosion alpha, cela montre qu'il est le seul à avoir une solution. Au moment où il contacte enfin Siok, il est déjà en train d'affronter la bête terrifiante qu'il a rencontrée. Siok hurle sur ceux de la salle de contrôle, leur disant qu'ils sont fous de ne pas avoir mené une enquête approfondie pour confirmer si la faille est vraiment une corrosion non classifiée. Siok ne se prive pas de les insulter de tous les noms, au point que les responsables envisagent de couper son micro. Tout en fuyant la bête, Siok se rend compte que sa flamme paradoxale n'est pas assez puissante pour la vaincre. Cela signifie qu'il doit réduire la santé de la bête avec la flamme paradoxale, puis l'achever avec sa lance. Cependant, Siok fait face à un problème car il a déjà puisé trop de mana de l'île en affrontant le boss de niveau intermédiaire plus tôt. Cela a laissé sa flamme paradoxale un peu faible, et comme il ne peut pas quitter l'île, Siok décide de trouver un endroit où il peut puiser du mana. Après quelques minutes de course, il trouve enfin ce qu'il cherchait, la faille alpha. Sans hésiter, Siok plonge dans la faille tout en provoquant la bête, lui disant de le suivre car il a quelque chose à vérifier. De retour dans la salle de crise, ils sont choqués lorsque le signal GPS de Siok disparaît soudainement, et ils comprennent qu'il est entré dans la faille de corrosion alpha. Une fois dans la faille, Siok exprime sa surprise devant sa propreté. De plus, elle est assez grande, et Siok se demande quelle sera la taille des failles de grade 1 et 2 si celle non classifiée est aussi grande. C'est alors que le monstre boss apparaît, et Siok comprend qu'il est temps de mettre fin à leur combat. Siok a toujours eu un problème avec la flamme paradoxale, elle se propage à tous les êtres vivants sauf à lui. La flamme est capable d'éliminer un allié, et parfois elle atteint un niveau qu'il ne peut plus contrôler. C'est le seul inconvénient de cette compétence. Mais s'il se bat seul, ce n'est pas vraiment un inconvénient, car il peut se battre comme il le souhaite. Siok balance son arme sur le monstre, déchaînant une grande vague de flammes sur lui tout en absorbant du mana dans chaque parcelle de son corps. Cela élargit ses canaux de mana, le rendant encore plus fort, et une profonde inspiration de cet air montre à Siok ce qui lui manquait jusqu'à présent. À ce moment-là, le monstre pousse un cri, et Siok comprend immédiatement ce qu'il prépare. En un rien de temps, d'autres monstres apparaissent, et Siok n'est pas surpris car il sait que le monstre appelait des renforts avec son cri agaçant. Cependant, Siok dit au monstre boss que le jeu du nombre est inutile. Siok crée une barrière de flamme autour de lui, anéantissant les monstres tout en leur disant qu'il est déjà plus fort qu'avant, même s'il n'est pas aussi fort qu'il l'était dans l'autre monde. Selon Minja, le cœur de la faille sera le monstre le plus puissant de la faille. Soudain, Siok est attaqué par derrière par un monstre qui peut parler, mais il parvient à esquiver l'attaque. Quand il se retourne, il voit un monstre hideux qui le fixe. Siok est surpris que le monstre soit intelligent, car il peut parler et a même attendu que sa flamme paradoxale s'éteigne avant de se montrer. En y regardant de plus près, il réalise que le monstre qui se tient devant lui est le cœur de la faille. Avec son niveau de puissance actuel, Siok pense qu'un combo de 4 coups est possible pour lui, et sans hésitation, il passe à l'action. Il lance sa lance sur le monstre, mais celui-ci la bloque avec sa propre lance. Cependant,
La force de la lance continue de faire pression sur l'épée, et Seok active une compétence appelée lance à double orbite. Soudain, la lance libère une énorme explosion d'énergie qui brise la lance du monstre avant de pénétrer son corps, déchaînant une explosion dévastatrice qui détruit le corps du monstre. Il s'avère que la lance à double orbite est une trajectoire bleue générée en suivant le chemin de son attaque. Cette trajectoire imite le premier coup mais le répète 4 fois. C'est essentiellement une technique qui répète 4 attaques consécutives. Et si la trajectoire bleue attaque un peu en retard, elle complète une série de 2 coups de lance complexes qu'il est absolument difficile d'esquiver. À ce moment, le monstre bondit déjà vers Seok, prêt à l'abattre. Cependant, cela s'avère être son erreur, car la lance se rapproche au bon moment. Seok saisit la lance, portant un coup puissant pour trancher le monstre avant de déchaîner le coup final qui pulvérise le corps de l'ennemi. Étonnamment, après avoir vaincu le monstre, il ne disparaît pas et Seok reçoit une boîte. Pendant ce temps, ceux de la salle de contrôle paniquaient toujours, et ils croyaient que c'était fini car les monstres continuaient de se propager. L'équipe regarde avec horreur, disant que seul un miracle peut les sauver, car tous les chasseurs vont être anéantis puisqu'ils ont refusé sa demande de renfort. Soudain, le chef d'équipe est informé que Seok, qui est entré dans la faille, vient d'envoyer un message. Le chef d'équipe exige de connaître les détails du message, et il l'affiche sur l'écran principal. À leur grande surprise, Seok les informe que la corrosion alpha a été maîtrisée. Comme Seok l'avait dit, ils ont commencé à recevoir des signaux indiquant que la faille avait disparu, et tous les monstres commençaient à disparaître. Le chef d'équipe est abasourdi en entendant cela, car ce n'est rien de moins qu'un miracle, exactement ce pourquoi il priait, mais il se demande comment Seok a fait. Quelques instants plus tôt, Sangha et Minja s'étaient retrouvés encerclés par une horde de monstres. Avec Seok introuvable, Minja demande à Sangha s'il y a une chance qu'il s'en sorte vivant. Sangha réalise que le type est déjà à sa limite, et même elle ne sait pas combien de temps elle pourra tenir non plus. L'un des monstres se jette sur eux, et Sangha se prépare à l'affronter, mais réalise une sombre vérité. Elle réalise qu'elle est déjà à sa limite, et ses jambes ne bougent même plus. Sangha ferme les yeux en attendant que la mort vienne. Dans un retournement de situation surprenant, Seok a vaincu le cœur à ce moment précis, et les monstres ont commencé à disparaître. Plus tard, Seok arrive au point de rassemblement des chasseurs de l'île et réalise qu'il y a beaucoup de blessés. Il comprend que les créatures de la corrosion se sont déchaînées pendant son absence. Les autres chasseurs qui n'étaient pas prêts à travailler avec Seok auparavant ont déjà appris que c'est lui qui a vaincu la faille tout seul. Ils sont tous choqués et incrédules, car une faille de grade 3 n'est pas quelque chose qu'un débutant peut affronter seul. Seok retrouve bientôt ses coéquipiers, et Minje exprime son choc que Seok ait affronté la faille tout seul. Seok dit alors à Minje que son cœur voulait faire ce qui était juste. Seok avait déjà décidé qu'il allait jouer le rôle du gentil, puisque les choses s'étaient déjà bien passées. Ils sont encore en train de discuter lorsqu'un officiel arrive et dit à Seok qu'il est Bayon Jonté et qu'il vient de la Korea Operating Corporation. Apparemment, il est le 3e directeur de la succursale de la province d'Eunchon Nord. Bayon dit à Seok que le maire aimerait le voir. Quelques instants plus tard, Seok arrive au bureau du maire sous une pluie battante, mais cela ne le dérange pas vraiment, car il cherche à renégocier sa récompense. En arrivant au bâtiment, il est accueilli par Lee Pilje, l'officier de communication et de liaison. En chemin vers le bureau du maire, Pilje fait savoir à Seok que le maire attendait cette rencontre avec impatience, révélant qu'il a été choqué en recevant le rapport de l'île. Il s'avère que le maire a annulé tout son programme après avoir reçu le rapport, et Seok le taquine, disant qu'il n'aurait pas dû faire ça car il n'a même rien fait d'impressionnant. Pilje dit à Seok de ne pas dire ça, car un chasseur débutant détruisant une faille de corrosion de grade 3 à lui seul n'est pas arrivé depuis l'époque où le tout premier chasseur était encore actif. Seok est surpris que quelqu'un l'ait déjà fait, et il pense que ce type devait être un vrai crack. Peu de temps après, ils arrivent au bureau du maire. Le maire, Park Jong, souhaite la bienvenue à Seok tout en s'excusant de l'avoir convoqué par un temps aussi épouvantable. Jong dit alors à Seok de s'asseoir tout en ordonnant à Pilje de leur apporter du café. Une fois seul, Jong le félicite, lui disant qu'il a rendu un grand service au pays. Il admet que l'île était une plaie à gérer car leur budget était limité, donc engager une guilde chère était difficile. Seok répond qu'il est certain que l'homme est heureux que le problème ait été résolu, puisqu'il a pu s'en occuper à un coût relativement bas. Jae-in le confirme tout en demandant à Seok si c'est vrai que c'est sa première mission, et Seok répond que oui. Le maire se lève, excité, disant qu'il est fier de Seok car ses premiers pas ont été faits à Eunchon. Il commence à dire que la Corée est le pays le plus sûr du monde, laissant Seok se demander ce qui ne va pas soudainement avec ce type. Le maire continue en disant que Eunchon est l'un des lieux clés du pays car c'est un centre commercial. En plus de cela, le projet de zone économique franche attire les étrangers qui veulent investir. En fait, il y en a eu tellement qu'il est difficile d'en choisir un. Le maire dit à Seok qu'il y a des fonds massifs qui transitent par les villes internationales d'Eunchon. Le maire dit alors à Seok qu'il va lui fournir toute l'aide possible pour lui faciliter la vie en tant que chasseur. En route vers le bureau du maire, Bayon avait demandé à Seok quel était son but en tant que chasseur. Seok fait une analogie en disant que quelqu'un doit toujours être là pour déboucher les toilettes bouchées. En entendant cela, Bayon dit à Seok qu'il est persuadé qu'il deviendra célèbre et extrêmement populaire. Il sait aussi que des entreprises le supplieront de tourner des publicités pour elle,
et qu'il pourrait même être repéré pour des émissions de télévision célèbres. Seok réalise que Bayon s'inquiète qu'il puisse changer à cause de la célébrité, et Bayon le confirme. Bayon dit qu'il y a de nombreux cas de chasseurs prometteurs qui se livrent de popularité et d'honneur, ce qui leur fait perdre de vue leur devoir. Il dit que ce n'est pas choquant car c'est naturel. Il ajoute que le seul endroit sur est la Corée, et qu'on l'appelle le dernier sanctuaire sur Terre. Bayon lui fait savoir que ce qu'il a accompli est incroyable, ce qui signifie que beaucoup de gens le regarderont avec intérêt. Bayon dit à Seok qu'il souhaite qu'il continue d'être un symbole d'espoir. Maintenant que Seok est dans le bureau du maire, il réalise que le maire déballe tout sans y aller par 4 chemins. Cependant, il sait que le maire apprendra bientôt qu'il n'est pas quelqu'un qui se laisse facilement influencer par ce genre de choses. Seok a vécu si longtemps, a souffert d'innombrables épreuves, ce qui rend tout cela insignifiant pour lui. Seok demande alors au maire s'il veut quelque chose de lui, car il est impossible qu'il le soutienne gratuitement. Seok passe à l'offensive, disant au maire qu'il est persuadé qu'il cherche à gonfler sa cote de popularité pour sa réélection. Le maire est surpris de voir à quel point Seok est bien informé, et Seok mentionne qu'on peut tout trouver sur son téléphone. Le maire est stupéfait de tout ce que Seok sait, et il lui demande s'il n'avait pas réellement besoin de l'approbation de la mairie. Il s'avère que le maire a en fait raison, car il a besoin de la permission du maire pour participer aux missions puisqu'il est une recrue. Seok réalise que si le maire présente bien les choses, il pourrait dire que Seok est un talent qu'il a découvert à Incheon. Le maire dit alors à Seok qu'il a toujours entretenu des relations avec de nombreuses entreprises étrangères et nationales. Il tapote le paquet de café sur la table en disant que le contrat du mannequin qui tourne la publicité pour la marque de café va bientôt expirer. Il pense qu'ils sont censés remplacer son visage par celui de Seok. Il est sur le point de continuer ses conneries quand Seok laisse tomber la tasse de café, demandant au maire s'il le prend pour quelqu'un de vénal. Le maire est confus, et Seok mentionne que vu la tournure des événements dans le monde, il semble que le monde ait besoin de quelqu'un qui puisse changer cette atmosphère morose. Il fait savoir au maire que s'il continue à travailler comme chasseur, il pourra obtenir très facilement tout ce que le maire lui promet. Seok se lève pour partir pendant que le maire essaie de le convaincre, disant qu'il peut lui fournir des missions sûres et bien rémunérées. Seok s'en va, disant que ses offres sont nulles, et qu'il peut les donner à son mannequin de café soluble. Pendant ce temps, on voit un homme étrange recevoir un rapport sur l'échec de leur test sur l'île, grâce à l'intervention de Seok. Ils parviennent à obtenir un extrait de son match des épreuves de sélection, et l'homme étrange devient curieux au sujet de la flamme noire autour de son corps. Depuis le début des classements, il s'avère que c'est le premier de chaque mois qu'ils sont mis à jour, et toute la nation attend toujours cela avec impatience. Tout le monde attend avec impatience comme d'habitude, car ils veulent savoir qui sera le chasseur numéro 1. Même s'il n'y a pas beaucoup de changements dans les classements, c'est une source de divertissement pour le public. Si-hoon s'intéresse aussi au classement car elle veut savoir si Seok y figurera. Finalement, il s'avère que c'est très différent. À la 10e place se trouve Si-hoon, tandis que la 5e place est attribuée à Kim Chaeyoung. Choi Yoreom était à la 3e place, tandis que Jang Tae-seok était à la 2e. Et quant à la première place, il s'avère que ce n'est nul autre que Seok. Cela lui a finalement valu une grande conférence de presse où il est censé répondre aux questions. Toute l'attention est portée sur Seok car c'est une recrue, et il a nettoyé une faille de grade 3. Seok est assailli de questions sur la façon dont il a réussi à nettoyer la faille. Et après tant de questions, Seok demande finalement une dernière question. Le journaliste lui demande quelle est sa résolution, et il leur assure qu'il va faire de son mieux. Plus tard, Seok est invité par le président de l'association, Moon, pour une visite. Il les mène là où se trouvait autrefois la prison de Gonzo. Il y a un grand trou dans le sol là où se trouvait Gonzo, et Moon lui fait savoir que ce qu'il regarde est le destin de nombreux pays. Apparemment, la plupart des pays ont perdu leurs capacités administratives après l'apparition de la faille de corrosion. Cependant, la Corée du Sud est devenue une puissance qui a défendu la nation avec succès et a même fait des avancées technologiques. Il révèle que l'hélicoptère dans lequel il se trouve fait partie des prouesses technologiques du pays, car il fonctionne au mana et bloque les bruits extérieurs. Seok demande à Moon si c'est ainsi que les pays qui n'ont pas pu gérer la faille ont fini, et Moon répond oui, révélant que de nombreuses capitales ont disparu après l'apparition des failles de corrosion. Moon suggère qu'il regarde de plus près. Et alors qu'il se rapproche du cratère, il mentionne qu'il y avait 8 failles de corrosion les plus dangereuses au monde, et que la prison de Gonzo en fait partie. Il s'avère que la prison de Gonzo s'est formée il y a 13 ans, se propageant dans la ville sans aucun signe ni avertissement. Même si certains ont survécu, ils ont quand même été emportés car toute la zone s'était déjà transformée en zone de corrosion. En quelques jours, la ville entière a disparu sans laisser de traces. Alors qu'il quitte les lieux, Moon fait savoir à Seok que le pouvoir dans le monde n'a pas beaucoup changé, mais que les pouvoirs centraux se sont affaiblis. Au fond de lui, Seok est content d'apprendre toutes ces informations, mais en même temps, il ne comprend pas pourquoi il doit venir sur les lieux pour les connaître. Moon révèle alors que Yeon de Taibak est venu le voir il y a quelques jours, et il semble qu'il soit furieux que Seok ne rejoigne pas sa guilde. En fait, il a demandé où se trouvait Seok, mais Moon assure à Seok qu'il ne lui a pas donné, car ce sont évidemment des informations personnelles. Moon dit à Seok que la guilde Taibak a une idéologie qui tourne autour de la loi du plus fort. Et si Seok ne fait pas ce qu'ils veulent, ils pourraient vouloir le soumettre par la force. Seok n'arrive pas à croire qu'il irait jusqu'à ce point,
mais en même temps, il craint de ne pas pouvoir affronter Yeon pour le moment. Moon mentionne alors le fait que Seok semble être quelqu'un qui ne veut être affilié à aucune guilde pour pouvoir faire les choses à sa manière, et Seok le confirme. Moon fait savoir à Seok qu'il doit élever son niveau s'il veut empêcher Taebaek de s'en prendre à lui. Il mentionne qu'il y a un moyen de le faire, et l'un d'eux est d'accepter des missions du président de l'association. Dès que Seok entend cela, il n'est pas surpris car il sait déjà qu'il y a un motif derrière tout ça. Seok demande immédiatement à l'homme ce qu'il veut, car il est persuadé qu'il ne va pas lui donner des missions gratuitement. Moon dit à Seok que tout ce qu'il veut, c'est qu'il se souvienne qu'il l'a aidé. Il lui passe alors une enveloppe, lui disant d'en vérifier le contenu. Seok pense qu'il a tiré le gros lot car c'est une offre du président, ce qui n'est pas si mal pour se faire une réputation. Seok demande à l'homme ce qu'il est censé faire, et l'homme révèle qu'il doit escorter un cargo de Busan à la ville de Nanning. Il mentionne que le transport n'est pas facile, à cause des failles de corrosion qui apparaissent partout. Seok vérifie alors la liste de ce qu'il est censé escorter et réalise que ce sont tous des articles de luxe, y compris une voiture. Seok est surpris par cela et exprime son choc face à ce que les gens considèrent encore comme une nécessité, et Moon lui fait savoir que tout ce qui est sur la liste sont des nécessités pour certaines personnes. Moon s'attend à ce que Seok comprenne, mais Seok dit que non, car il ne comprend pas le besoin de ces choses dans un pays où le gouvernement est déjà en ruine. Moon dit que de nombreux pays s'effondrent peut-être à cause des failles, mais cela ne signifie pas que la politique internationale est devenue obsolète. Seok réalise immédiatement que la mission vise à maintenir les relations internationales. Puisque c'est le cas, Seok détache sa ceinture de sécurité et dit à l'homme que la mission ne l'intéresse pas. Moon est choqué d'entendre cela, et il fait savoir à Seok que le gouvernement coréen prend la mission au sérieux. Malgré cela, Seok dit à Moon qu'il n'est pas intéressé. Seok dit au vieil homme qu'il serait stupide de sa part de se mêler de politique internationale. Le vieil homme est furieux que Seok rejette l'offre, et il essaie de lui rappeler qu'il n'est qu'un nouveau chasseur qui a fait ses débuts il y a peu, mais Seok s'en fiche complètement et jette les papiers de la mission hors de l'hélicoptère. Seok ouvre également la porte, remerciant le vieil homme pour le trajet, mais lui fait savoir qu'il va rentrer à Séoul à la nage. Sans hésitation, Seok plonge de l'hélico et atterrit dans les hauts en contrebas, laissant l'homme totalement choqué. Plus tard, Seok émerge à l'aéroport des Incheon, et il sort nonchalamment de les hauts. Il trouve un docker, et les deux échangent nonchalamment des salutations comme si de rien n'était. Comme il pourrait être menacé à l'avenir, Seok décide que la première chose à faire est de se renforcer. Il prévoit de le faire en acceptant les missions les plus délicates pour devenir un ponte qui ne se laissera plus influencer par personne. Seok regarde son téléphone et trouve bientôt une mission qui ressemble à ce qu'il veut. C'est une mission pour secourir des victimes d'enlèvement sur l'île de Tsushima, et le rang estimé est de grade 2. Seok prend alors une profonde inspiration en réalisant qu'il va être occupé pendant un moment. Apparemment, le 3 septembre, des pêcheurs de l'île de Gayoge et de Tonjon sont partis en mer, mais la mer était différente de d'habitude car des créatures de la corrosion qui nichaient sur l'île de Tsushima sont apparues et ont kidnappé les pêcheurs comme s'ils les chassaient. Selon les dires d'un survivant qui s'est échappé de justesse, les pêcheurs capturés sont toujours en vie. La mission exige que Seok se rende sur l'île de Tsushima pour secourir les otages capturés et éliminer la faille de corrosion. Quant à la récompense, elle est de 55 millions de wons, et Seok sait que tout l'argent sera à lui s'il accomplit la mission seul. En plus de cela, il sera qualifié de héros s'il réussit en solo. Même si le défi en vaut la peine, Seok se souvient de ce qu'on lui a dit sur les grades et les créatures qui y résident. On dit qu'une faille de corrosion de grade 3 a la puissance destructrice d'un char, mais une créature de faille de corrosion de grade 2 est du niveau d'une catastrophe naturelle. Quant au grade 1, le pays tout entier devrait se mobiliser pour tenter de maîtriser une seule créature de la corrosion. Il sait qu'il a pu gérer la faille de grade 3 grâce à la flamme du paradoxe, mais il se demande s'il peut affronter une faille de grade 2 tout seul. Par sécurité, il se dit qu'il pourrait avoir besoin de quelqu'un d'utile, mais le problème est de trouver quelqu'un qui soit prêt à accepter la requête d'un civil. Il se demande s'il n'y a vraiment personne, mais soudain, il réalise qu'il y a quelqu'un. Peu de temps après, Seok et sa partenaire, qui n'est autre que Sanga, montent à bord d'un navire en direction de leur destination. Sanga lui demande quand ils atteindront leur destination, et il répond qu'ils en ont pour environ 1 heure. Il l'exhorte à refaire le plein d'endurance avant leur arrivée, car la bataille sera plus rude que la dernière fois. Pendant que Seok est occupé à dire tout cela, Sanga est plus curieuse au sujet de la plaque de métal sur son épaule. Elle l'interroge à ce sujet car, à première vue, il semble que ce soit une édition limitée, ce qui l'amène à se demander comment il l'a obtenue. Seok est fatigué d'entendre la fille parler, et il est obligé de lui dire que le ferrailleur avec qui il a passé un contrat est celui qui la lui a offert en cadeau. Sanga est surprise par cela, car l'endroit avec lequel elle a passé un contrat ne lui a même rien donné d'utile. Seok la taquine, lui disant que le niveau d'attente est différent car il est un espoir montant qui a géré seul une faille de corrosion de grade 3, contrairement à elle, qui n'est qu'une débutante de merde avec rien d'autre que le titre de major de l'académie. Seok remarque l'expression froide sur son visage et sait qu'elle est blessée par sa déclaration, mais il en profite pour lui dire de devenir plus forte et célèbre pour éviter d'autres insultes. Quelques jours plus tôt, Shulk avait contacté Sanga pour lui dire qu'il avait besoin d'une coéquipière. Sanga était d'abord hésitante car ils avaient failli mourir dans une faille de grade 3,
et Siok suggère maintenant qu'il s'attaque à une faille de grade 2. Siok parvient à la convaincre en lui demandant si elle est intéressée par le fait de devenir plus forte. Il lui a assuré qu'il pouvait la rendre plus forte qu'elle ne l'est actuellement. Il s'avère que Sangha a même une raison personnelle de vouloir devenir plus forte, et elle sauterait même en enfer si cela lui permettait de le devenir. Quelques instants plus tard, l'alarme du navire se déclenche, les avertissant qu'il y a un objet non identifié droit devant. En un rien de temps, ils entrent en contact avec un navire. Seok essaie encore de déterminer leur prochain plan d'action quand il voit Sangha léviter, ce qui le laisse sous le choc. Sangha est surprise que Seok ne puisse pas faire ça, et elle rougit d'excitation car elle a enfin trouvé quelque chose que Seok ne sait pas faire. Elle éclate de rire, se moquant de Siok parce qu'il est incapable de faire ça. Pour se déplacer facilement, Sangha est obligé de porter Siok sur son dos. Et une fois qu'ils sont plus proches des navires, Siok dit à Sangha de s'occuper du navire le plus proche. Sangha lui demande pourquoi, et il révèle que ceux à l'arrière semblent plus dangereux que ceux qui sont proches. Sangha accuse réception de l'ordre, mais alors qu'elle s'approche du navire, elle remarque une silhouette humaine. Mais Seok lui dit de regarder à nouveau, car ce qu'elle voit n'est pas humain. Seok s'attaque au navire qu'il veut nettoyer, et comme prévu, il trouve des humains transformés à bord. Ces humains ont perdu leur humanité et sont devenus totalement agressifs. Sangha atterrit brutalement sur le navire, attirant finalement l'attention sur elle. Les monstres attaquent, et Seok élimine facilement la première vague. Grâce à cela, il réalise que ce sont des monstres de bas niveau. Il s'attend à ce que Sangha y aille doucement aussi, mais à sa grande surprise, Sangha utilise sa pleine puissance contre les monstres faibles. Siok l'interpelle aussitôt pour la mettre en garde, lui disant qu'elle utilise trop de mana. Il lui fait savoir que si elle continue comme ça, elle sera à court de mana en un rien de temps. Il lui dit que tout ce dont elle a besoin pour ce niveau est une petite quantité de mana, et Sangha se souvient de ce que Siok a dit sur le fait de lui apprendre à devenir plus forte. Suivant les instructions de Siok, Sangha réduit la puissance de feu qu'elle utilise, mais Seok lui fait quand même savoir que c'est encore trop. Puisque la vie des faibles est une tragédie, Sangha a décidé qu'elle ne sera plus jamais une faible. Tout en anéantissant les ennemis, Sangha réitère avec confiance son désir de devenir encore plus forte. Quelques instants plus tard, Sangha a fini de nettoyer les monstres, et elle demande à Seok si c'est terminé. Seok lui fait savoir qu'il s'est déjà occupé des autres bateaux. Sangha remercie Seok à contre-cœur, lui disant qu'elle a beaucoup appris de ses conseils. Seok la taquine, disant qu'elle n'a pas à le remercier car le monde est rempli de gens qui n'apprendraient pas même s'il leur mâchait le travail. Sangha avoue que c'est la première fois que quelqu'un la conseille, et Seok en est choqué. Il lui demande ce qu'on lui a enseigné à l'académie, et elle révèle que comme elle apprenait tout rapidement, ils n'ont pas pris la peine de lui enseigner les bases. Seok la taquine alors, lui demandant si elle ne pense pas qu'elle deviendra plus forte que lui s'il continue à lui enseigner de cette manière. Les larmes aux yeux, elle dit à Seok qu'elle n'a jamais réussi à surpasser un seul de ses professeurs. Seok est surpris de voir la fille dans un tel état d'émotion, et il lui dit nonchalamment qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car cela n'arrivera pas avec lui, puisqu'il veillera à ce qu'elle continue de l'admirer pour le reste de sa vie. Alors qu'il s'apprête à s'enfoncer plus loin, les marins disent à Seok et Sangha qu'ils resteront sur leur garde au cas où ils auraient besoin d'eux. Avant de commencer leur périple, Seok dit à Sangha que selon le survivant, les otages se trouvent au sanctuaire, et Sangha informe Seok qu'il y a 2 sanctuaires sur l'île. Il y a le sanctuaire Gaejin et le sanctuaire Atazumi. Si l'on considère la distance, Seok pense que le sanctuaire Gaejin devrait être leur premier arrêt, et Sangha dit qu'ils peuvent y arriver en quelques heures à pied. Seok sait que ce n'est pas un problème, mais le problème est qu'à leur retour, ils devront ramener 15 otages selon le rapport du survivant. De plus, Seok peut sentir un mana sinistre au-delà du brouillard, et il est certain que les créatures de la corrosion sur l'île les pourchasseront comme des fous. Seok réfléchit encore à une solution quand il aperçoit un véhicule au loin, et tout devient immédiatement clair. Il demande à Sangha si elle est bonne conductrice, et Sangha répond que oui. Quelques instants plus tard, Seok supplie déjà pour sa vie car Sangha conduit le véhicule comme si c'était son dernier jour sur Terre. Elle taquine Seok, lui disant de prendre le volant s'il n'aime pas sa façon de conduire. Seok lui dit de laisser tomber, et il saute sur le toit du véhicule, prêt à affronter les monstres qui les poursuivent déjà. Seok sort une fronde à flèches et la lance sur les monstres. Cela élimine une bande de monstres, et en la ramenant, elle fait de même. À ce moment-là, Seok remarque que des monstres bondissent déjà vers eux depuis la gauche, et il prévient Sangha. Sangha montre à quel point elle est une conductrice folle en manœuvrant de la manière la plus dangereuse possible pour se débarrasser des monstres. Sangha conduit le bus sur 2 roues pour éloigner les monstres, et c'est à ce moment-là que Seok regrette de ne pas être au volant. Alors qu'il file sur les routes désertes, les monstres restent sur leurs talons, les suivant comme des fourmis suivent le sucre. Peu de temps après, ils arrivent, et Sangha mentionne les monstres derrière eux, mais Seok lui dit de ne pas s'inquiéter car il va s'en occuper. Sangha conduit le bus dans le sanctuaire, et Seok déchaîne immédiatement la flamme du paradoxe pour bloquer l'entrée, consumant tout monstre qui s'approche. Quelques instants plus tard, ils trouvent les otages là où ils sont attachés. Sangha s'approche d'eux pour se présenter, mais au lieu de célébrer leur sauvetage, les otages commencent à agir de la manière la plus étrange. Des larmes coulent sur leur visage alors qu'ils supplient Sangha de s'enfuir, et Sangha se demande pourquoi on l'avertit. À son insu, un monstre samouraï géant est apparu derrière elle,
prêt à l'abattre. Heureusement pour elle, Seok parvient à bloquer l'attaque du samouraï, et il dit à Sanga de faire monter les survivants dans le véhicule pendant qu'il s'occupe du samouraï. Une bataille féroce s'engage immédiatement entre le samouraï et Seok. Le samouraï semble imposant alors qu'il essaie d'abattre Seok, mais même avec la différence de taille, Seok n'a pas peur. Soudain, Sanga surgit de nulle part et percute le samouraï avec le véhicule, le projetant au sol. Le samouraï à terre, Seok salue l'ingéniosité de Sanga, mais elle lui dit simplement de monter. Seok finit par rester sur le toit du véhicule pendant que les otages sont en sécurité à l'intérieur. Le voyage se déroule sans encombre jusqu'à ce qu'il réalise que les monstres les attendent plus loin. Seok remarque aussi que le samouraï est toujours en vie, même après avoir été percuté par une voiture. Avec une tonne de monstres sur leur chemin, Seok dit à Sanga de lui donner son épée. Sanga est surprise d'entendre cela, car demander son épée à un épéiste est une énorme insulte. Seok lui demande alors ce qu'elle préfère entre son honneur et le sauvetage des otages. Sanga n'a d'autre choix que de céder son épée, et Seok la saisit, prêt à s'en servir. Étonnamment, il y avait un appareil étrange à son poignet. Et bien que Seok ne voulait pas l'utiliser trop tôt, il réalise qu'il n'a pas le choix à ce stade. Il s'avère que le gant se trouvait dans la boîte qui lui a été donnée sur l'île après avoir vaincu le noyau. Ce n'était pas n'importe quel gant, car il pouvait puiser le mana de l'atmosphère. Quand Seok l'a vu pour la première fois, il a cru qu'il était destiné à compléter le mana de quelqu'un. Cependant, pour Seok, c'était plus que ça. Il s'avère que la capacité maximale de stockage de mana du gant est de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, il a ce qu'il faut pour être aussi fort que Sioun. Alors que les monstres tentent de leur barrer la route, Seok tient sa lance et son épée en préparation pour déclencher une attaque dévastatrice. Seok lance son attaque écrasante sur les monstres, les fauchant tous d'un seul coup. Sanga reste sous le choc et incrédule, car elle n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer sous ses yeux. Puisque la voie est maintenant libre, Seok dit à Sanga de se diriger vers le port sans se retourner. Alors que le trajet se poursuit, Seok est surpris de découvrir qu'il n'y a pas de fin aux monstres corrompus. Il n'arrête pas de les poursuivre, et Sanga dit à Seok qu'il vaudrait mieux qu'il sorte pour s'occuper des monstres car la voiture est déjà à sa limite. Cependant, Seok lui dit de continuer à conduire, et à ce moment-là, il traverse une étrange barrière qui, étonnamment, maintient les monstres de l'autre côté. Tous les monstres ont du mal à franchir la barrière tandis que le véhicule s'éloigne facilement. Sanga est sous le choc, et elle regarde autour d'elle pour essayer de comprendre pourquoi les monstres les attaquent soudainement. Elle aperçoit un symbole brillant sur le mur, se demandant si c'est à cause de ce symbole. Sange se souvient qu'avant de partir, Seok y avait gravé le symbole, disant que c'était une géométrie de formation protectrice. Sange lui a demandé ce que c'était, et il a répondu que c'était une méthode qui repousse les monstres. Sanga était curieuse et lui a demandé où il l'avait appris, mais Seok lui a fait savoir qu'elle ne pourrait jamais comprendre même s'il le lui disait. La raison est simple, il a appris cette compétence alors qu'il était encore dans l'autre monde. De retour au présent, Sanga demande à Seok si la méthode peut repousser n'importe quel monstre, mais Seok répond que non. Il lui fait savoir que la barrière ne fonctionne pas sur les vrais monstres. Seok est en train de dire cela à Sanga quand le samouraï traverse la barrière comme si de rien n'était. L'œil droit du samouraï commence à briller, et le laser rouge rattrape le véhicule. Sanga le reconnaît immédiatement, disant que cela s'appelle l'œil de l'esprit. Seok est confus par cela, mais il sait avec certitude que l'atmosphère environnante est devenue sinistre. Cependant, il n'est pas menacé par cela, mais il remarque soudain que Sanga en tremble déjà. Sanga mentionne que l'œil de l'esprit est la capacité de prédire les attaques d'un adversaire. Elle révèle que même pour les maîtres accomplis, c'est une technique difficile. Voyant à quel point Sanga tremble, Siuk l'exhorte à ne pas avoir peur car les techniques comme l'œil de l'esprit ne sont que des ruses. Suk dit alors à Sanga de le regarder attentivement car il s'apprête à lui apprendre comment gérer ce genre de situation. Les yeux de Seok se mettent à briller, et soudain, le samouraï commence à ressentir de la peur, ce qui le pousse à brandir son arme tout seul. Seok marche alors nonchalamment en direction du samouraï, disant à Sanga que cette compétence est quelque chose qui s'acquiert avec l'expérience. En gros, la technique réagit à l'hostilité ou à la peur. Comme le samouraï ne peut pas ressentir cela, il reste planté là, essayant de paraître fort. Seok fait savoir à Sanga que plusieurs compétences comme l'œil de l'esprit, l'épée du cœur, et même l'état d'abnégation sont frères. Seok s'approche du samouraï sans aucune hostilité en lui, et il le terrasse facilement en un seul mouvement. Le samouraï est anéanti par le coup de Seok, et Seok dit nonchalamment à Sanga que toutes les techniques qu'il a mentionnées n'ont rien de spécial. Il mentionne que l'illusion nommée illumination est terrifiante car on s'enthousiasme pour un nom spécial et on décide de ne plus chercher à progresser. Seok fait savoir à Sanga que ce qui compte sur le champ de bataille n'a pas besoin d'un nom spécial. Seok révèle qu'il est capable de dire cela avec confiance maintenant parce qu'il a dû beaucoup sacrifier pour échapper au piège. Seok dit à Sanga que le samouraï est en fait fort car il a été percuté par une voiture et a survécu, mais il est dommage que sa technique ultime, sur laquelle il compte, ne soit rien d'autre que l'œil de l'esprit. Après avoir entendu tout cela, Sanga est plongé dans un état d'introspection, se demandant ce qu'elle a réussi à accomplir pendant cette opération. Sanga réalise immédiatement qu'elle ne peut pas apprendre comme elle le souhaite avec une détermination aussi faible. Comme elle a un objectif précieux à atteindre, elle demande humblement à Seok de lui enseigner pour de vrai cette fois-ci.
Seok est surpris par sa demande car il lui enseigne déjà, mais Sangha lui dit que ce qu'elle veut, c'est un encadrement direct, pas des conseils. Sangha dit qu'elle a déjà vu à quel point elle est faible et qu'elle a besoin de devenir plus forte très rapidement. Seok lui en demande la raison, et elle révèle qu'elle veut en finir avec le club shadé de ses propres mains. Il s'avère que le club shadé est l'une des 8 pires failles de corrosion au monde, et qu'il était célèbre pour avoir englouti l'Himalaya en un seul souffle. Seok sait que son objectif est plus grand que d'habitude, et il lui demande si elle le fait par vengeance. Sangha le confirme, disant qu'elle le fait pour venger sa famille. Elle sort alors une carte, disant à Seok qu'elle ne lui demande pas de lui enseigner gratuitement. Seok examine la carte et réalise qu'elle appartient au groupe Kai, avec une capitalisation boursière de 257,000,000,000,000,000,000,000. Sangha mentionne que c'est la société que sa famille possède, et Seok est choqué de découvrir que Sangha est la fille d'une famille éminente. Elle mentionne que le propriétaire de l'entreprise est son grand-père, mais qu'elle a renoncé à la compétition pour la succession. Seok comprend que Sangha pourrait se retrouver à nouveau dans la bataille pour la succession si elle réussit en tant que chasseuse. Seok lui demande alors ce qu'elle veut exactement, et Sangha lui demande de faire d'elle la meilleure, promettant de lui donner des élixirs en retour. Elle lui fait savoir qu'elle lui procurera des choses difficiles à obtenir, comme des élixirs non distribués par les canaux de distribution généraux. Comme Seok cherche aussi à devenir plus fort, Sangha lui dit que cela deviendra possible pour lui avec le type d'élixir qu'elle va lui fournir. Seok réalise que Sangha ne le croira même pas s'il lui dit qu'il a déjà atteint le niveau qu'il visait auparavant. La raison principale pour laquelle il s'efforçait de devenir fort était de retourner sur une terre telle qu'elle était avant. Seok serre alors la main de Sangha pour lui dire qu'ils ont un accord. Il lui donne une liste des choses qu'il veut et suggère qu'il emmène d'abord les otages à l'hôpital. Après avoir déposé les otages à l'hôpital, Sangha demande au médecin combien de temps il leur faudra pour se rétablir. Et comme il y a 7 patients souffrant de carences nutritionnelles, le médecin leur dit qu'il faudra au moins une semaine avant qu'une conversation soit possible. Le médecin assure aux deux qu'ils seront les premiers à savoir quand les otages se réveilleront, il est donc impératif qu'ils les laissent se reposer. Seok est d'accord avec le médecin, et il appelle Sangha pour qu'elle le suive car leur entraînement commence immédiatement. Une fois qu'ils sont dans un endroit où ils peuvent s'entraîner, Seok décide de poser une question à Sangha avant de commencer. Il lui demande si elle pense pouvoir esquiver sa lance s'il la brandit de toutes ses forces. Sangha répond nerveusement que ce sera difficile, car après tout, il y a un énorme écart de niveau entre eux. Cependant, Seok lui fait savoir qu'elle peut en fait l'esquiver si elle utilise ses sens jusqu'à leur limite absolue. Il lui dit qu'elle doit voir avec ses yeux, entendre avec ses oreilles, sentir l'odeur et ressentir avec sa peau. Une fois qu'elle aura fait tout cela, elle devra se battre dans le domaine de la conscience, et non de l'inconscience. Après avoir expliqué tout cela, Seok décide qu'il est temps de la mettre à l'épreuve. Avant même que Sangha ne comprenne ce qui se passe, Seok a disparu, et Sangha est désorientée en essayant de le localiser. En un instant, Seok apparaît derrière elle, pointant sa lance sur son cou tout en lui disant qu'elle a tout faux parce qu'elle était trop lente. Il explique que ses sens viennent en premier et que les pensées viennent après. Il lui dit qu'au combat, on n'a pas le temps de réfléchir, car il faut accepter les sens tels qu'ils sont et bouger. Il lui fait savoir que les sens qu'elle n'a pas maîtrisés ne feront que la tromper au combat. Après avoir fini d'expliquer à nouveau, Seok suggère qu'il passe à la partie pratique. Pendant ce temps, un agent de sécurité les regarde s'entraîner, et il est abasourdi. Même lorsque son ami arrive pour regarder, ils sont tous les deux stupéfaits. Le terrain utilisé comme lieu d'entraînement est totalement décimé par les deux alors qu'ils croisent le fer comme des fous. Seok s'assure de lui mener la vie dure pour qu'elle devienne forte aussi vite que possible. Alors que le combat continue, Seok bondit dans les airs, prêt à porter un coup puissant que même Sangha réalise qu'elle ne pourrait pas esquiver. Au moment où l'attaque est sur le point de l'atteindre, les agents de sécurité appellent Seok, lui disant que l'un des survivants vient de se réveiller. Seok décide alors de mettre fin à la première session d'entraînement car il semble que Sangha a réussi à apprendre à bloquer un peu. Sangha regarde avec horreur car elle n'arrive pas à croire que tout ce qu'elle a subi jusqu'à présent est considéré comme la première session d'entraînement. En entrant dans l'établissement médical, Seok demande au survivant s'il va bien, et il répond que oui. Il révèle alors qu'un camion est arrivé à l'endroit où il était retenu captif, et que des gens étranges en sont sortis. Sangha lui demande si ces personnes étaient d'autres otages, mais il dit non, révélant qu'il était trop calme pour être des otages. De plus, il remarque que les monstres n'étaient pas agressifs envers eux, et il semblait même que les monstres les aidaient. Il révèle que quelques otages ont été pris et emmenés dans le camion. Quand Seok entend cela, il réalise enfin ce qu'il essayait de comprendre. Il s'était demandé pour quelle étrange raison il n'y avait que 7 otages. Seok interroge alors le survivant sur le type qui s'est échappé, mais le survivant lui dit que ce n'était pas une évasion. Apparemment, les méchants les ont intentionnellement laissés partir, et cette révélation choque Sangha jusqu'à la moelle. Après l'entretien avec le type, Seok et Sangha comprennent enfin à quoi ils ont affaire. Seok dit qu'il cesse de demander comment un civil a pu s'échapper facilement d'un endroit où Sangha et lui ont eu du mal à entrer. Sangha demande alors à Seok s'il pense que venir pour cette mission était un piège en soi. Soudain, Seok parle froidement, demandant comment les méchants osent jouer un tour aussi sale. Sangha est totalement confuse car elle ne sait pas pourquoi Seok est en colère.
Elle ne sait pas si c'est parce que l'ennemi le sous-estime ou parce qu'ils ont utilisé des vies humaines pour l'attirer. Les deux demandent alors aux survivants s'il y a autre chose qu'il peut leur dire, et il révèle que sur la ceinture de la personne sortie du camion, il y avait une mascotte de chat. Plus tard, Sam a réussi à trouver la réponse, et quand Seok lui demande comment elle a fait, elle lui rappelle que son téléphone portable n'est pas pour la décoration. Pour sa défense, Seok dit à Sanga que les gens du commun comme lui se retrouvent avec une énorme facture internet dès qu'il appuie sur le bouton internet. Sanga n'arrive pas à croire que le type fait encore référence au début des années 2000. Quelques instants plus tard, il tombe sur le type qu'il cherche. Le type a le visage plein de piercings, et Seok se moque de lui avec désinvolture, lui demandant s'il a utilisé une machine à coudre pour rafistoler son visage laid. Cependant, au fond de lui, Seok peut voir que ce type n'est pas ordinaire, et celui-ci se la joue même dur en accueillant Seok et Sanga sur la grande scène. Le type se présente alors comme étant Kim Ji-yeon, leur disant qu'il va les prendre vivants. Seok se demande ce qu'il veut dire par là, et il décide de le leur montrer à la place. Il attrape un type à moitié battu et le jette dans la faille derrière lui. Sanga est choquée de voir ça, et elle pense que les gens jetés dans la faille ne pourront pas en sortir tant qu'elle ne sera pas détruite. Mais soudain, le type jeté dans la faille en ressort en rampant, et il a déjà été transformé. Cependant, Ji-yeon n'est pas particulièrement content de la transformation du type car il a l'air vraiment faible. D'un simple coup de pied, il envoie le type voler au loin. Sanga est terrifié en voyant cela, et se demande si les méchants prévoient de les transformer aussi en créatures de la faille. Ji-yeon s'énerve, disant que sacrifier des gens normaux ne leur a pas donné les meilleurs résultats. Et au moment où il dit cela, les deux réalisent que les méchants ne prenaient pas d'argent aux otages, mais menaient des expériences sur eux. Ji-yeon leur dit qu'il se fiche complètement d'eux, mais qu'en raison de la grande cause et de son patron, il va leur expliquer une seule fois. Il révèle que lui et son peuple sont les descendants de Dangun. Apparemment, leur seul but est de maintenir et de renforcer l'influence que la Corée du Sud détient actuellement pour que personne ne puisse s'en prendre à eux. Une fois son explication terminée, il frappe le sol du pied pour déclencher une vague massive qui envoie des voitures dans les airs. Ji-yeon lance alors la voiture vers eux d'un coup de pied, mais Sanga intervient au bon moment, coupant la voiture en deux. Seok se prépare à affronter le type tout en lui rappelant que leur pays est déjà une superpuissance, mais le type n'est pas d'accord, disant que ce n'est pas suffisant. Ji-yeon fonce vers eux, disant qu'ils vont élever la nation à un niveau tel que personne n'osera même les mépriser, afin d'en faire une superpuissance absolue. Il saute dans les airs, visant à asséner un coup de pied sauté à Seok. Il rappelle à Seok toutes les mauvaises passes où ils ont dû payer des tributs par le passé et même baisser la tête de honte. Alors qu'il combat Seok, il dit vouloir qu'il rende chaque humiliation qu'ils ont subie. En échangeant des coups avec Ji-yeon, Seok comprend qu'il est ceinture noire de taekwondo, et qu'il est assez rapide bien qu'il ne soit pas armé. Seok reçoit bientôt un coup de pied dans la poitrine, ce qui l'envoie voler au loin. Avec la dernière attaque de Ji-yeon, il réalise que celui-ci est rapide, mais que sa puissance est en fait gérable. Seok comprend en fait le point de vue du type car si toutes les failles de corrosion disparaissaient, il serait difficile pour la Corée de maintenir sa position actuelle. Seok finit par comprendre que le type et son équipe n'ont aucune intention de sauver le monde, et il le confirme. Seok lui rappelle que d'innombrables personnes sont sur le point de mourir, ce qui signifie qu'elle devrait être une priorité, mais Ji-yeon les réprimande, disant qu'ils ne savent rien. Il mentionne qu'ils ont déjà trouvé un moyen de contrôler les failles. Dès que Seok entend cela, il réalise que pouvoir contrôler les failles change totalement la dynamique des choses, car s'ils le peuvent, ils n'auront plus à souffrir comme ils le font. Seok demande alors une pause, disant au type qu'il envisage déjà de coopérer avec lui. Il lui demande jusqu'à quel point ils peuvent contrôler la faille, et si sa réponse est assez bonne, il lui livrera Sanga. Sanga est choqué en entendant cela, et Ji-yeon prend la parole en disant qu'ils ont réussi à contrôler la faille juste assez. Seok l'interrompt immédiatement, disant que ce qu'il entend par juste assez signifie qu'il n'y a pas encore de contrôle total. Seok le gronde, lui disant qu'il a la grande gueule, mais qu'il est nul quand il s'agit de montrer des résultats. Seok traite Ji-yeon et sa bande de groupes de voyous qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Cela énerve Ji-yeon, et il se jette sur eux avec un coup de pied puissant. Seok esquive de justesse l'attaque qui brise le sol là où le type a atterri. Seok réalise qu'il a peut-être provoqué le type d'une manière qu'il ne voulait pas. Il essayait seulement de gagner du temps pour régénérer un peu de mana, car la barre sur le gant est déjà descendue à 1. Seok comprend que la meilleure chose à faire dans sa situation actuelle est d'engager Ji-yeon dans une guerre d'usure. Ji-yeon fonce vers Seok, mais Sanga vient l'intercepter. Ji-yeon la nargue, disant qu'il pensait qu'elle se tenait en retrait parce qu'elle avait peur. Avec l'aura de foudre émanant de son corps, Ji-yeon la taquine, disant qu'elle a au moins un certain courage. Seok presse alors Sanga de reculer, lui disant qu'elle ne peut pas gérer ce type, mais Sanga répond qu'elle peut voir la batterie restante des gants de Seok. Elle comprend que Seok a besoin de temps, et elle lui demande combien de temps il lui faut. Seok répond qu'il a besoin de 5 minutes, et Sanga sort une fiole d'élixir, disant à Seok de lui laisser le combat. Sanga commence à briller sous l'effet de l'élixir, et Seok craint qu'elle ne surcharge, mais Sanga lui dit de ne pas s'inquiéter car les élixirs sont pour les urgences, et ils sont actuellement dans une situation d'urgence. Seok l'exhorte alors à tenir 5 minutes, promettant de mettre fin au combat après cela. Alors que Sanga se prépare à risquer sa vie,
Elle dit à Seok de faire en sorte que ça compte le moment venu. Une bataille acharnée s'ensuit entre les deux, poussant Sunga à tout donner dans le combat. Alors que le combat s'intensifie, elle parvient à porter un coup vertical sur Ji-yeon, et s'arrête pour voir si elle a réussi à la battre. Cependant, Ji-yeon apparaît derrière elle et lui donne un coup de pied si violent qu'elle est projetée dans les airs, du sang coulant de sa bouche. Juste avant qu'elle ne touche le sol, Seok finit de se recharger et la rattrape. D'une voix calme et froide, Seok demande à Ji-yeon s'il est enfin prêt à mourir. Ji-yeon est choqué car il peut sentir l'augmentation de mana chez le type, et il se demande comment il a fait, car il est impossible de rassembler autant de mana en si peu de temps. Ji-yeon est confus, se demandant si Seok cachait sa véritable force depuis tout ce temps. Seok demande à Ji-yeon pourquoi il est si surpris, car il ne fait que suivre le même principe que ses piercings. Le type est choqué quand il réalise que Seok l'a percé à jour, et Seok lui dit que seul un idiot ne l'aurait pas compris. Seok dit à Ji-yeon qu'il perd du mana de partout parce qu'il abuse d'un pouvoir qu'il ne peut pas maîtriser. Cependant, grâce à sa négligence, il a pu récupérer sa flamme paradoxale. Ji-yeon pense que Seok dit n'importe quoi car il n'existe aucune méthode pour absorber le mana gaspillé. Cependant, avant qu'il ne s'en rende compte, Seok est apparu derrière lui disant qu'il n'a pas besoin de savoir car il est sur le point de mourir. Seok déchaîne son combo de 16 coups sur le type, le tailladant de toutes les manières possibles tout en libérant sa flamme paradoxale sur lui. Ji-yeon est choqué quand il se rend compte qu'il ne peut plus respirer ni même bouger ses muscles. Seok félicite le type d'essayer de se tenir debout alors qu'il a brûlé toute sa force musculaire. Réalisant qu'il est sur le point de mourir, le type supplie son capitaine de le sauver. Soudain, un projectile fonce sur Seok depuis le ciel, et Seok parvient à le sentir avant qu'il ne soit trop tard. Il sort sa lance, bloquant l'attaque. L'attaque semble provenir du capitaine de Ji-yeon qui se tient sur le toit. Il porte un masque, et une capuche couvre sa tête. Il félicite Seok d'avoir pu bloquer l'attaque, car il cherchait à lui écraser le poignet. Seok est curieux de savoir qui est ce type. Et au fond de lui, il peut déjà sentir que ce type est le capitaine de Ji-yeon. Même si Seok ne veut pas l'admettre, il réalise que ce type est au moins 2 fois plus fort que lui. Après avoir regardé de plus près, il se corrige rapidement, réalisant que le type est 4 fois plus fort que lui. Le capitaine nargue alors Seok en lui demandant s'il n'a pas peur de la mort. Seok répond calmement qu'il n'a pas peur de la mort car il sait que le type l'aurait tué s'il l'avait voulu. Puisque le capitaine se retient de le tuer, il lui demande si ce qui l'intéresse est la flamme noire qu'il utilise. En affichant les flammes noires, celles qui brûlent Ji-yeon deviennent encore plus fortes, lui causant une douleur intense. Il supplie d'être sauvé, et le capitaine ordonne à Seok d'éteindre les flammes, lui disant qu'il ne se répétera pas. Seok réalise que le mana de Ji-yeon était déjà épuisé, mais que le capitaine le maintenait en vie avec son propre mana. De plus, il sait que si la flèche tirée par le capitaine avait visé sa tête au lieu de son poignet, il serait mort. Mais le capitaine ne l'a intentionnellement pas fait. Seok n'a d'autre choix que de libérer Ji-yeon des chaînes de ses flammes. Avant même que Ji-yeon ne puisse tomber, le capitaine l'atteint en un clin d'œil pour le rattraper. Cela effraie encore plus Seok, car il peut voir à quel point ce type est rapide. Le capitaine réprimande Seok, lui disant qu'il vient de ruiner la vie de Ji-yeon car il devra passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Le capitaine bande alors son arc, disant à Seok qu'il est vrai qu'il aimerait le prendre vivant, mais qu'il n'a pas besoin d'être en parfait état. Seok dit alors au capitaine de faire ce qu'il veut, car il n'est pas question qu'il devienne sa marionnette. Voyant à quel point Seok est têtu, le capitaine décide de se retirer car il veut encore en savoir plus sur les flammes noires que Seok utilise. Avant de disparaître, le capitaine dit à Seok qu'un jour, il sera aussi sous son contrôle. Après son départ, Seok réalise qu'il s'est embarqué dans une affaire avec quelqu'un qui a un très sale caractère. Sunga s'approche alors de Seok, disant qu'il semble que les méchants en aient après sa compétence unique. Seok le confirme, mais lui fait savoir qu'il n'a aucune idée de pourquoi ils en ont après sa compétence. Sunga demande alors à Seok pourquoi le méchant ne l'a pas simplement pris en otage, et Seok répond qu'ils connaissent peut-être ses origines. Cependant, Sunga ne pense pas que les terroristes penseraient à quelque chose comme ça. Seok lui dit alors d'y réfléchir attentivement, car les terroristes pourraient même recevoir le soutien du gouvernement coréen. Seok exhorte Sunga à n'en parler à personne, mais Sunga lui rappelle qu'elle ne sait pas très bien mentir. Seok suggère de tout laisser pour plus tard et de s'occuper d'abord de la faille devant eux. Cependant, Seok dit à Sunga de rester en retrait car il y va seul. Il l'exhorte à se reposer et à récupérer jusqu'à son retour, puis il plonge dans la faille. Seok atterrit dans la faille de grade 2 et trouve un château de morts-vivants en plein centre. Il marche vers le château et peut sentir une énergie très dangereuse émaner de celui-ci. Sans qu'on le lui dise, Seok devine que le cœur de la corrosion se trouve derrière la porte. Seok s'avoue qu'il doit être prudent, sinon il mourra s'il baisse sa garde. Il pousse la porte et au loin se trouve une grande marmite, laissant Seok se demander si la marmite est le cœur. Seok est surpris car c'est différent de ce à quoi il s'attendait. Mais soudain, une main attrape sa jambe par derrière. Le type a l'air vraiment mal en point et souffre en suppliant Seok de le sauver parce qu'il n'a plus de jambes. Soudain, un tentacule sort de la marmite et jette le pauvre type dedans. Quelques instants plus tard, le type émerge de la marmite, déjà transformé en mort-vivant. Seok comprend immédiatement que la marmite est ce qui crée les morts-vivants.
Cela énerve tellement Seok qu'il en a presque la nausée. Soudain, il entend une voix glaciale dans la pièce, considérant Seok comme un autre sacrifice, mais admettant qu'il est un peu différent des autres. La silhouette derrière la voix apparaît bientôt, et il s'avère que c'est le cœur, un épéiste. Le type sort alors son épée et exhorte Seok à faire de même, car il va tremper sa lame dans son sang. Seok panique à l'apparition de l'homme car la pression qui émane de son corps est écrasante. Cela montre à quel point le capitaine est fort, puisqu'il a réussi à maîtriser le puissant épéiste que Seok regarde avec effroi. Seok panique à l'idée qu'il doit y avoir quelqu'un d'encore plus fort que le capitaine. Seok est perdu dans ses pensées quand l'épéiste fonce sur lui et manque de lui couper la tête, mais il esquive de justesse. Cela indique à Seok que le type auquel il fait face est plutôt fort. Cependant, Seok décide de tout donner dès le début avant que l'ennemi ne découvre sa faiblesse. Seok charge le cœur avec une frappe puissante, avec laquelle il espère mettre fin au combat. Mais à sa grande surprise, l'ennemi bloque sa puissance maximale avec sa seule lame. Comme si ce n'était pas assez effrayant, Seok s'inquiète de ne même pas avoir vu le type bloquer l'attaque. Avant que Seok ne puisse réagir à ce qui se passe, l'ennemi l'a frappé, tranchant son corps avec son épée. Seok est choqué et effrayé en réalisant que l'ennemi est encore plus rapide qu'il ne le pensait. L'épéiste, cependant, félicite Seok pour l'avoir fait manquer ses points vitaux. Puisque Seok fait le dur, l'épéiste décide de le tester avec quelque chose de plus dangereux. Il assène des coups puissants et rapides au corps de Seok, le faisant tomber à genoux. Voyant à quel point la situation s'est aggravée, Seok réalise qu'il n'a d'autre choix que de faire appel à la flamme du paradoxe. Cependant, cela pose un problème car l'ennemi n'est pas un être vivant, donc le paradoxe n'a aucun sens en tant qu'attaque. Seok se demande ce qu'il est censé faire, mais il parvient à se remettre sur pied grâce à la flamme du paradoxe. L'épéiste est surpris que Seok ait encore la force de se relever, se demandant ce qu'il doit faire pour le faire tomber. Avant que Seok ne s'en rende compte, il se fait à nouveau taillader plusieurs fois. Cette fois, c'est pire car chaque muscle de son corps est déchiré, et Seok perd presque connaissance. Heureusement pour lui, les muscles au-dessus de ses épaules peuvent encore bouger, et il comprend qu'il peut utiliser la flamme du paradoxe pour accélérer sa récupération et guérir rapidement ses muscles déchirés. En faisant cela rapidement, Seok parvient à passer derrière l'ennemi, et il croit qu'il a enfin une chance. Seok passe à l'action, mais à sa plus grande surprise, l'ennemi disparaît juste devant lui et réapparaît derrière lui. L'ennemi se moque de Seok, lui disant qu'il est trop lent, et l'abat. Cependant, il refuse de tuer Seok, et Seok en profite pour reculer d'un bond. L'ennemi nargue Seok en disant qu'il a manqué son coup, mais Seok lui hurle de ne pas jouer avec lui car il aurait certainement pu le tuer s'il l'avait voulu. Seok demande à l'ennemi s'il joue avec lui par pitié. L'ennemi admet qu'il aurait pu tuer Seok, mais qu'il est maintenant une personne changée. Il mentionne qu'à ce moment, il ne se souvient même plus de son nom, et que la plupart de ses souvenirs de sa vie ont été perdus. Il révèle que les lacunes dans sa technique causées par la perte de mémoire étaient vraiment mortelles. Il révèle qu'après sa défaite, des chaînes lui ont été imposées. Seok réalise que le type est dans la situation inverse de la sienne, car le corps reste, mais l'expérience et les souvenirs ont presque disparu. Seok comprend que les chaînes au cou du type sont ce dont le capitaine et Gion parlaient. L'ennemi commence à parler de tout ce qu'il a perdu, de son nom à la raison pour laquelle il est devenu un épéiste. Il dit que tout ce qui reste est un ressentiment imprégné de chagrin. À ce moment-là, l'épéiste subit une transformation soudaine, et Seok réalise que le ressentiment du type s'est encore épaissi. Cependant, il a perdu une quantité significative de sa technique et de son expérience. Seok croit qu'il a une chance de gagner si le type ne parvient pas à le tuer en un seul coup. Seok décide alors qu'il est temps de libérer toute sa puissance s'il veut vaincre l'épéiste. L'épéiste est surpris en réalisant que toutes les blessures de Seok ont été guéries par les flammes noires qui recouvrent son corps. Seok pose alors sa main sur le sol, et l'épéiste exprime sa surprise de découvrir que Seok possède une capacité unique. Cependant, il peut voir que les flammes brûlent autre chose, et Seok le félicite pour sa vive intuition. Seok explique que les flammes noires brûlent des concepts. Même si la flamme noire semble posséder un pouvoir destructeur infini, ce n'est pas vraiment le cas à ce moment-là. Il s'avère que plus la quantité et la portée du concept sont grandes, plus il demande de mana. Comme les applications à grande échelle sont plus difficiles à contrôler, Seok sait qu'il doit faire attention à ne pas être emporté par le contre-coup. Seok sait qu'il n'aurait pas eu à s'inquiéter du contrôle si c'était comme à l'époque. Il a utilisé la flamme avec un risque minimal, mais cette fois-ci, il semble qu'il ne puisse pas faire la fine bouche. Seok dit alors à l'épéiste qu'il va consumer toute la durabilité dans la zone. L'épéiste est confus, et Seok lui fait savoir qu'il n'est pas prêt à s'expliquer. Sans hésitation, Seok fonce vers le type avec sa lance. Il parvient à repousser l'ennemi, et Seok réalise qu'il peut utiliser tout ça à son avantage puisqu'il a déjà compris que l'épéiste a une limite. Voyant la gravité de la situation, l'épéiste suggère qu'ils se battent à l'extérieur. Une bataille féroce s'ensuit entre les deux, et ils s'affrontent comme des fous. Ils détruisent des bâtiments, brisent des poteaux pour essayer de s'atteindre. Seok est bientôt submergé, et sa lance est même coupée en deux. L'ennemi déchaîne alors une puissante taillade qui aurait dû achever Seok, mais elle ne le touche pas. Seok parvient à briser un rocher tout en fonçant vers l'ennemi à une vitesse fulgurante. Il crie comme un fou avant de frapper l'épéiste avec son arme.
Cela déclenche des attaques récurrentes qui envoient l'épéiste voler en arrière. Voyant la puissance de l'attaque de Seok, l'épéiste est obligé de lui demander qui il est. Le type essaie encore de se régénérer de la dernière attaque de Seok quand ce dernier apparaît d'en-haut, infligeant des découpes laser parfaites pour briser son corps. L'épéiste crie de douleur en perdant la majeure partie de sa force vitale, mais Seok n'a pas fini et attaque à nouveau le type. Les deux finissent par se couper mutuellement, mais la coupe de Seok est plus profonde, tranchant le type en diagonale. Les deux ne veulent pas abandonner et crient de douleur, et cela ramène Seok à l'époque où il était dans l'autre monde. Quelqu'un lui avait demandé ce qu'il ferait s'il rencontrait un ennemi de sa trempe. Seok avait répondu que l'un d'eux ne sortirait pas vivant. Maintenant dans la faille, l'attaque puissante de Seok réussit à porter un coup dévastateur à l'épéiste, même si cela lui a coûté tout ce qu'il avait. Néanmoins, Seok peut sourire à la fin car il est le plus fort. Alors que l'épéiste disparaît, la faille donne à Seok une récompense, tout comme lorsqu'il a vaincu le cœur de grade 2. Seok est content que la récompense apparaisse toujours, comme dans l'autre monde. Il examine la boîte et trouve une pointe de lance, ce qui le laisse perplexe sur la façon de l'utiliser. Cependant, il ne perd pas de temps à chercher et la lance au loin avant de la rappeler. Il réalise qu'il peut utiliser du mana pour étendre sa longueur. Il se souvient que les récompenses sont censées être attribuées en fonction du nombre de personnes entrées dans la faille, et il regrette de ne pas avoir dit à Sangha de le suivre en restant dans un endroit sûr pour qu'elle puisse obtenir l'une des récompenses. Il remarque alors que l'épée de l'ennemi n'a pas disparu, et il décide de la prendre. Quelques instants plus tard, Seok retourne à la surface et trouve Sangha en train de dormir. Il lui jette l'épée pour la réveiller, et elle est surprise car elle ne ressemble à rien de ce qu'elle a vu auparavant. Seok lui dit qu'il l'a trouvée en chemin, et il l'assure que c'est une excellente lame car la personne qui la maniait n'était pas un plaisantin. Sangha l'examine et convient que l'épée est vraiment bien. Elle lui demande où il l'a eue, mais un Seok épuisé dit à Sangha de ne pas s'en soucier. Tout ce qu'il veut savoir, c'est si elle s'est suffisamment reposée pendant son absence. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Seok s'évanouit également. Sangha est surprise, mais cela lui montre simplement que Seok est aussi humain. En raison de la dangerosité d'une faille de grade 2, tout le monde est devenu fou en apprenant qu'il l'avait nettoyé seul. Le public commence à s'emballer car même les chasseurs compétents ont du mal à le faire seul. Son visage est affiché partout pour que le public le voie, faisant de lui la célébrité numéro 1. Plus tard, Seok se réveille dans sa chambre d'hôpital et se rend compte qu'il ne peut même pas sortir car une foule l'attend. Quelques instants plus tard, une femme portant des lunettes entre dans la pièce et se présente comme étant Jia Sujong. Apparemment, elle vient du secrétariat de la tour Embargo. Seok dit à la dame d'entrer tout en la remerciant d'avoir payé ses frais d'hôpital. Cependant, il lui fait savoir qu'il est surpris car il n'a jamais entendu le nom de la tour Embargo auparavant. Sujong répond qu'ils ne sont pas très connus du public car leur domaine principal est les TIC. Sujong lui dit de signaler tout inconvénient, mais Seok répond qu'il n'y en a aucun. Cependant, il lui fait savoir qu'il est curieux de quelque chose. Il dit à Sujong qu'il est conscient que la facture de l'hôpital n'est pas bon marché, ce qui signifie que l'organisation veut quelque chose de lui. Sans perdre de temps, Seok demande à la dame ce qu'ils veulent de lui. Avant de dire quoi que ce soit, Sujong donne un gâteau à manger à Seok. Une fois qu'ils sont à l'aise, elle lui parle du générateur de bouclier. Elle mentionne que c'est un appareil qui crée une barrière pour se défendre contre les créatures de la corrosion. En gros, l'organisation veut que Seok aide à transporter cet appareil important. Sujong dit à Seok que c'est encore un prototype fabriqué aux États-Unis, mais que s'il s'avère être un succès et est produit en série, il apportera un certain soulagement aux zones que les chasseurs ne peuvent pas atteindre. Sujong lui fait savoir que c'est une mission cruciale qui pourrait potentiellement changer le destin de l'humanité. Seok comprend alors qu'il s'agit d'une demande à grande échelle, et Sujong le confirme, disant qu'il vérifie actuellement si d'autres chasseurs sont prêts à coopérer. Seok l'interroge sur les autres chasseurs, et elle mentionne que Janabi a déjà accepté d'aider. Quand Seok entend cela, il réalise que toute l'affaire est plus importante que ce à quoi il s'attendait. Sujong mentionne qu'ils transporteront le générateur de bouclier par train. Après avoir quitté Vladivostok et être arrivés aux Pays-Bas, ils utiliseront un hélicoptère pour le transporter au Royaume-Uni pour un essai. Seok lui demande pourquoi il se donne tant de mal pour aller au Royaume-Uni, et elle révèle que l'une des grandes failles, Ristorante, est située à Naples, en Italie. Apparemment, l'influence de cette faille s'étend de l'Europe à l'Afrique du Nord. Elle mentionne que le seul endroit sur qui reste est le Royaume-Uni car il est légèrement protégé par la mer. Elle révèle que l'Europe est actuellement dans un état d'anarchie, et que les gouvernements n'arrivent plus à fonctionner correctement. Il s'avère que des compagnies de chasseurs ont pris le contrôle de diverses régions comme des seigneurs de guerre. Pour cette raison, il semble qu'ils transporteront également des fournitures de secours à la demande d'organisations internationales. Cela indique immédiatement à Seok qu'un certain nombre de personnes cibleront le train. Sujong demande alors à Seok s'il a déjà voyagé à l'étranger, mais il répond que non. Il lui fait savoir que la mission sera sa première sortie du pays, et Sujong lui dit qu'il est probable qu'ils rencontreront des situations dangereuses là-bas. Seok est confus qu'elle utilise un terme au pluriel, et elle révèle qu'elle participera également à la mission. Seok dit alors à Sujong qu'il aimerait que Sangha les accompagne. Il assure à Sujong que Sangha est une amie de confiance, et Sujong n'hésite pas avant d'accepter la demande de Seok. Seok est content de l'arrangement car cela rendra son influence encore plus grande. Plus tard,
Seok se dirige vers le toit où un hélicoptère l'attend, et il est surpris que ce soit le président de l'association qui soit occupé. L'homme lui fait savoir que nettoyer seul la faille de grade 2 a changé sa perspective, et il lui assure que l'association fera de son mieux pour garantir pleinement ses activités. Au fond de lui, Seok est content d'avoir prouvé sa force avec ses compétences car cela a facilité les choses. En même temps, il se demande si le président est au courant pour Jion et ses hommes. Il est curieux de savoir si le président voudrait que la réalité qui s'est abattue sur la Terre continue ou prenne fin. Au moment où Seok monte dans l'hélicoptère, il est surpris de trouver Seon qui l'attend. Seon le félicite, disant que des histoires sur lui se sont répandues partout, et qu'il serait même plus facile de trouver quelqu'un qui ne le connaît pas que quelqu'un qui le connaît. Seok lui demande alors où ils vont, et elle révèle qu'ils se rendent à une base militaire. Seok lui demande pourquoi ils y vont, et elle révèle que l'armée sud-coréenne prévoit également de participer à la mission. Seok comprend que chaque pays serait prêt à participer car si cela s'avère être un succès, la dépendance envers les chasseurs pour la défense nationale diminuerait. Cependant, Seok ne pense pas que la Corée du Sud apprécierait cela. Seok demande alors à Seon si elle connaît l'organisation appelée les Descendants de Dangun, et Seon confirme, disant que c'est un groupe terroriste. Seok mentionne qu'il les a rencontrés alors qu'il s'occupait de la mission sur l'île de Suima. Seon lui dit que les Descendants de Dangun, entièrement composés de Coréens, sont apparus un peu partout. Et lorsque les chasseurs sont en train de nettoyer une faille, le groupe surgit soudainement et interfère. Seok ajoute son point de vue là-dessus, et comme toujours, Seon lui donne un bonbon, laissant le gars se demander pourquoi Seon fait ça. À ce moment-là, Seon demande à Seok s'il a déjà quitté la Corée, et Seok est surpris qu'elle lui pose la même question que Sujong. Seok répond nonchalamment que c'est sa première fois, et Seon lui dit que la mission lui fera réaliser un tas de choses.